Et bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver pour cette 10e radio libre des dépressifs du Valenciennois. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Malgré les difficultés, on reste présent, on continue à essayer de vous préparer des petits trucs intéressants sur Team BFC. Vous allez le voir, il y a d'autres choses aussi qui vont être assez intéressants. Alors, je vais notamment accueillir dans quelques minutes mes deux intervenants, ceux qu'on surnomme un peu le FCCLP de la Voix du Nord, Jürgen et Flo, qui vont bientôt nous rejoindre. Avant ça, on va parler un petit peu du programme de l'émission. Alors, je suis désolé si je tousse un peu, je suis un petit peu malade. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, du coup, ça va être une émission qui va être quand même pas mal consacrée à Georges Maciel, vous en doutez bien. Tout d'abord, on va, on va parler du décrassage, notre habituelle première séquence de l'émission. On va tout simplement se poser la question de tout simplement où va le VFC et quelles sont ses chances de maintien, hein. On va clairement aller là où on veut aller, hein, là où tout le monde se pose un peu cette question des chances du maintien. On va également ensuite, au niveau de la deuxième partie de l'émission, parler de la VAR. Est-ce que Georges Maciel a pété les plombs, notamment avec sa déclaration assez fracassante sur les supporters du VFC. Et puis évidemment, on va aller un peu plus loin en détail. Je commençais un petit peu à juger vraiment ces premiers mois de Georges Maciel, notamment depuis la tempête post-Dunkerque avec toutes ces rumeurs de coach qui pourraient le remplacer. Et finalement, le technicien portugais qui est toujours sur le banc du VFC. Et enfin, on finira avec la causerie. Non, pardon, c'est un échec. Oui, la causerie, on va parler du mercato du VFC. Tout simplement, quel profil pour se maintenir? Est-ce que c'est des profils qui seront compatibles avec Sport République? Pourquoi un tel entêtement au niveau du mercato? Et on va également un petit peu aussi parler de l'arrivée de Mathias Oyiwusu, dont vous avez eu un super article de Tante Lissette sur teamvfc.com. N'hésitez pas à aller le voir, je le remettrai un petit peu dans le space tout à l'heure. Mais du coup, pour commencer cette émission, je suis très très content d'accueillir deux légendes de la Voix du Nord, Jürgen et Flo. Comment ça va les gars? Salut. Je vais mieux qu'un centre de Laurent Dos Santos. Est-ce que tu vas mieux qu'un centre de Woodenberg? Alors, on va pas parler directement des sujets qui fâchent quand même. Ah là là, on pourrait, hein, on pourrait. Comment ça va, Jürgen? Bah écoute, ça va bien. Après, bon, le VFC, les résultats du VFC, bon bah ça fait 10 ans qu'on a l'habitude, hein. Ah, moi, très sincèrement, je me demande si on va encore pouvoir continuer les radios libres tellement il y a une contre-hype. C'est marrant quand même, quand VA s'était fait racheter par Sport République, il y avait vraiment une hype absolument exceptionnelle. Et c'est tellement redescendu d'un coup, quoi. Et encore, je m'attendais à plus en vrai quand on a changé de propriétaire. Il faut dire que ça avait été assez long à se mettre en place finalement pendant l'été. Mais ouais, au final, le soufflet est vite retombé. Ouais, ouais, clairement, clairement. Alors moi les gars, du coup, on va pouvoir commencer cette première partie d'émission avec la causerie. J'ai titré mais où va le VFC? Voilà, on va pas ressortir les stats, on les connaît déjà, mais on le sait, hein, une victoire en 14 matchs, on est dernier de Ligue 2, un coach qui est toujours en place malgré le fait qu'il ait quand même un staff qui est assez décrié. On avait notamment sorti plusieurs infos sur Team VFC les dernières semaines. On en parlera encore aujourd'hui et puis on va pouvoir aussi en reparler. Est-ce que selon vous, et aussi, hein, je passe le bonjour au chat, c'est vrai que j'ai totalement oublié, n'hésitez pas à interagir à l'émission, aussi à répondre à toutes les questions qu'on se pose, vous serez évidemment les premiers cités. Est-ce que VA tout simplement peut se maintenir? Est-ce que vous y croyez? On a envie de dire que oui, VA peut factuellement se maintenir et reste de tiers de championnat, mais est-ce qu'au fond de vous, vous y croyez? Et est-ce que le N1 peut tout simplement être un parachute? Alors moi les gars, je vais clairement commencer les pieds dans le plat. Est-ce que aujourd'hui, on est le jeudi 30 novembre à 21h10, vous pensez, on va se mouiller un peu, que le VSC peut se maintenir? Tendu, hein, tendu. Enfin, on va être très honnête, et tu l'as rappelé, une victoire en 14 matchs, au vu des déclarations de Sport République. Bon, on va pas non plus tout dire d'un seul coup, mais les objectifs de Mercato ne semblent pas aller, selon moi, dans le bon sens. Je pense qu'on a une équipe qui est pas non plus ultra mobilisée. Ils ont un programme très à la carte, très tranquille au niveau des séances d'entraînement. On a l'impression, bon, le groupe vit bien, c'est une bonne chose. Maintenant, le groupe vit un peu trop bien pour une équipe qui est dernière de Ligue 2, largement larguée, puisqu'on a bien vu que bah, même contre Dunkerque, on n'a pas eu l'occasion d'exister. Aujourd'hui, il faudrait vraiment un rythme limite de une victoire sur deux matchs pour pouvoir espérer.
Maintenant, on sait que si on finit peut-être premier relégable, on peut être aussi premier repêché. Donc, pourquoi pas. Ouais, si tu veux que j'enchaîne, bah, c'est vrai que c'est assez mal vu de dire ça, mais ça sent très mauvais pour ne pas dire que c'est mort, enfin, en tout cas de mon point de vue. Florent l'a dit, c'est le fait qu'il faille gagner un match sur deux quasiment pour se maintenir, ou en tout cas faire une moyenne de 1,5 point. Et on avait fait des calculs sur Discord de la Nager en disant que 1,5 point par match, c'est comme si on faisait une saison entière à presque 60 points. Et 60 points, personnellement, depuis que je supporte VA, j'ai jamais vu VA faire un tel compte. Donc, personnellement, j'y crois pas trop, à moins vraiment d'un recrutement qui soit stratosphérique, avec un joueur, un Waris par ligne, enfin un Waris en termes de rendement par ligne. Sinon, pour moi, je pense que c'est cuit. Et forcément, on n'est pas aidé par le fait qu'il y ait 4 relégations en fin de saison. Là, ça change tout. Et il faut pas oublier que l'année précédente, quand on était 18e, on n'était pas relégué, on était barragiste. Donc, ça fait quasiment 2 places en plus cette saison. Ouais, bah en fait, en termes de comparaison, pour être dans le concret, il faudrait que VA fasse ce que fait Laval depuis le début de saison, quoi. En termes de points, ce serait un peu ça l'objectif pour espérer se maintenir. On va continuer à mettre un peu les pieds dans le plat, les gars, avant de développer un peu plus en détail. Georges Maciel, pardon, qui est énormément décrié et puis bah, qui a aussi un bilan qui ne plaide pas en sa faveur. On sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ça. On y reviendra un peu plus dans les détails. Vous, c'est quoi un petit peu votre vision autour de Georges Maciel, même si je pense qu'on sera peut-être d'accord sur ça, mais au-delà du coup de votre avis actuellement sur Georges Maciel, combien de temps vous le voyez peut-être rester? Est-ce que vous l'imaginez encore là en National 1 si on descend? Est-ce que vous pensez qu'il va faire la saison? Vous voyez ça comment, vous? Bah, non, jamais, jamais Maciel sera là en national, hein. Je pense qu'il sera viré bien avant. Déjà pour moi, je pense qu'il va être viré à court terme, dans le sens où c'est une analyse que je me faisais. J'ai jamais vu un coach menacé et qui parvient à s'en sortir ne serait-ce qu'à moyen terme. Donc je pense que il est prêt à faire ses valises. Déjà, je pense même au niveau de l'état d'esprit, il a l'air déjà un peu ailleurs, Georget. Et c'est dommage parce que bon, comme beaucoup, j'y croyais énormément quand il est arrivé. Son CV était hyper enthousiasmant et prometteur. Et ouais, non, Maciel, je pense que d'ici janvier, il sera plus là. Après, c'est un jugement au doigt mouillé, mais Bien je sûr. pense pas qu'il fera long feu. Moi, justement, moi, j'y crois, en fait. Moi, je pense qu'en fait, alors, je peux évidemment me tromper. Forcément, on est là dans une discussion sur Team VFC, d'ailleurs, qui utilise honteusement le sigle VFC. Faudra en parler un jour de cette ignominie. Plus sérieusement, en fait, je vois mal Esther, en fait, changer rapidement ses plans. Ils ont été chercher Jorge Maciel. Et je pense que ce serait un camouflet pour eux au bout de 6 mois de collaboration de mettre fin à son contrat, de repartir sur autre chose dans le marasme dans lequel on est. Après, dans n'importe quel club logiquement géré, il est viré. Et surtout que là, en fait, il attend que ça de se faire virer. Et on va pas se mentir, ça fait 3 semaines qu'il tient un panneau dans les mains, écrit virez-moi, et il attend que ça. Il ne pas parce qu'il veut forcément, et il a raison, négocier des indemnités de départ. Il a compris aussi que VA au niveau prud'homme, c'était pas trop mal. Donc il attend que ça. Mais il partira pas de lui-même, en tout cas. Donc si SR ne prend pas de décision, il fera la saison. La question, c'est est-ce que c'est toujours le même avocat qui dit au prud'homme? Parce que sinon, on va encore perdre un match, hein. Bon, Non, après, mais ça va, moi, il a que 1 an et demi de contrat. Donc c'est bon. vrai, c'est vrai. Non, mais moi, j'aime bien la théorie de Flo. Alors, moi, c'est totalement une théorie du complot. J'ai pas d'infos, mais le fait qu'il soit posé des questions sur est-ce qu'on vire Maciel ou pas, clairement, et le fait qu'il finalement il le garde malgré des résultats qui sont calamiteux. Il n'y a pas un club en France où tu garderais ton entraîneur avec des résultats comme ça, ou même à l'étranger. Pour le coup, ce n'est pas contre Maciel. Les faits sont là. Bah moi, je vois bien un petit peu un projet peut-être à la Patrick Kisnorbo, donc à 3 où je me dis peut-être que Sport République a accepté l'idée que ça allait être compliqué de se maintenir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser les bras, ils vont faire le mercato, ils vont tenter. Mais ils se disent, au pire, si on descend, c'est pas grave. Ça nous permet pardon, de reconstruire de zéro, de reconstruire d'une feuille blanche, un étage en dessous, et comme ça, on peut travailler de manière plus sereine, plus tranquille. Ce qui, pour moi, n'est pas la bonne solution, hein, mais j'ai peut-être l'impression qu'ils sont sur ça.
et de peut-être garder Maciel pour pouvoir vraiment commencer à construire un projet dans les bons timings et pas mi-juillet comme la saison dernière avec plein de problèmes extrasportifs. Donc je me dis, ce serait peut-être pas impossible en fait que Maciel reste. C'est vraiment une théorie du complot, mais je me dis il est là contre Cholet l'année prochaine sur la première journée sur le multiplex FFTV vendredi à 21h, c'est peut-être pas impossible quoi. Non, non, franchement, j'y crois pas. Mais sur le premier aspect dont tu parles, je suis d'accord. Je pense que Sport République peut avoir cette réflexion de se dire, bon, le national, c'est pas plus mal, pour faire un peu de rime. Euh, mais déjà, Georges Maciel, son jeu, son discours, ses idéaux, ils sont incompatibles avec la Ligue 2 au final. Et s'ils sont incompatibles avec la Ligue 2, qu'est-ce que ça va être avec le national? Euh, Ces jeux de Joga Bonito, d'ailleurs, Joga Bonito, on l'a toujours pas vu, mais le Joga Bonito contre Avranches au stade municipal Jacques Chirac, enfin, ça va pas être productif. Hein. Je pense que Ouais, ouais, ça clairement, va bider. clairement. Hein. Et en plus, il aura déjà un an, enfin, dans l'hypothèse où il resterait, il serait déjà très mal vu par le public parce que là, déjà au niveau du soutien populaire, il l'a perdu. Donc, il aurait ce déficit-là, il aurait un an de mauvais résultats dans les pattes. Perso, je pense que c'est impossible. Alors, on a notamment notre collègue de Southampton France à qui on passe le bonjour dans le chat qui nous dit lorsque nous avons changé d'entraîneur en cours de saison dernière, pardon, Nathan Jones a sauté au bout de 93 jours de souvenirs. Donc Sport République sur la durée concernant les coachs, bon, de manière un peu sarcastique, histoire de dire que au final, c'est vrai que les coachs font pas long feu sous Sport République. Et c'est vrai que c'est du coup les échos qu'on avait eu clairement à leur arrivée. Et malgré ça, en fait, ils sont pas du tout dans cette lignée-là avec George et Maciel, donc c'est super étonnant. Toi, Flo, tu vois comment un peu par rapport à ce qu'on disait avec Jürgen? Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un veut venir remplacer Jorge Maciel? Hmm. Parce que si personne veut venir, bah forcément, tu n'as pas vraiment le choix que de garder ton entraîneur, puisque bah c'est le seul qui a les diplômes au sein du club pour prendre l'équipe. Donc bah, la solution est vite réglée, c'est-à-dire que bah, personne ne veut la prendre en interne et ne peut la prendre, on va dire, sur le plan des diplômes. Et si personne veut venir, bon bah c'est réglé quoi. Alors, il y a des noms quand même qui veulent venir, Flo. Il y a des noms qui veulent venir, mais les Mais oui, c'est conditions sûr. sont réunies pour qu'ils viennent, C'est parce sûr. on y reviendra, mais sur la question du mercato, c'est épineux. Non, bah clairement, puis Après, c'est un contexte, je pense que tu peux le voir. C'est noir ou blanc en fait. L'entrée, je pense qu'un potentiel coach pourrait très bien se dire c'est une catastrophe, je vais dans un bourbier, les mecs sont derniers, ont pas de mercato. Ou comme à l'inverse, se dire bah en fait j'ai rien à perdre quoi. Et si on descend, on ne mettra pas ça sur mon dos. Après, c'est vrai que pour attirer des entraîneurs qualitatifs pour la Ligue 2, ils auraient quand même peu tendance à être dans la deuxième option parce que ça, c'est peut-être plus un sentiment d'un coach qui peut-être enchaîne les contrats courts d'1 ou 2 ans en Ligue 2 et qui a du mal à trouver un club, quoi. Après, tu disais, on ne peut pas l'imputer si on descend. Bon, c'est le cas extrêmement inverse, mais Lens, quand il monte en Ligue 1, tout le monde retient Franck Hez, personne ne retient le boulot de Montagnier sur Ouais, c'est enfin, vrai. j'allais dire une trentaine de journées. Mais là, c'est la même chose. Les gens retiendront quand même que l'entraîneur à la J38, enfin pas J38, mais au dernier match, bah c'est, je sais pas, l'entraîneur qui fait descendre l'équipe, si c'est pas Jorge Maciel, quoi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. On sait qu'on a, alors donc on va rentrer un petit peu encore dans le vif du sujet. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de différents noms qui auraient été sondés pour remplacer Georgie Maciel. Donc nous à la team VFC, on avait eu l'info par rapport à Thierry Lauré, une info qui a été démentie. Alors notamment, je crois par Thierry Lauré au 11 Valenciennois, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon, nous, peut-être que Flo, tu voudras rajouter des choses, mais t'oblige point. Mais nous, pour le coup, enfin, moi, encore une fois, je me répète, hein, mais Thierry Lauré a bien été sondé par le VLC. Il y a même eu des discussions avec Ben Shirley. Après, c'est normal parce que dans le football, en fait, on demande toujours tout. Mais pour le coup, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, même à mon égard, à ce niveau-là. Moi, sincèrement, je peux vous parier tout mon très faible livret A qu'il y a vraiment eu des contacts approfondis avec Thierry Lauré. Il n'a pas signé ça pour les raisons pour lesquelles il n'a pas signé, j'ai pas d'infos. Peut-être aussi que c'est le VFC qui a décidé de continuer avec Georges Maciel. Mais il y a quand même eu des noms, des contacts et des shortlists en interne. Donc la question de virer Georges Maciel après Dunkerque, et même un petit peu avant, sur un temps de 2 3 semaines, en gros, un peu après Angers. Ouais, c'est Angers
Et du coup, le match de Coupe de France, ça s'est quand même posé la question en interne de qu'est-ce qu'on fait de Georges et Maciel. Et c'est là où moi, ça me fait tilter parce que j'ai l'impression qu'en fait, Sport République ne sait eux-mêmes pas forcément quoi faire de Georges et Maciel. Est-ce qu'on le vire, est-ce qu'on le vire pas? Est-ce qu'on fait monter Cantari? Moi, je sais qu'en interne, ils sont pas trop chauds à l'idée de un petit peu toucher à la réserve. C'est un petit peu, pardon, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'ils ont le cul entre deux chaises dans le sens où Euh, je pense qu'ils doivent forcément avoir une hésitation entre est-ce qu'on continue avec ce projet globalisé, etc., ou est-ce qu'on fait un petit peu, alors je dis pas total machine arrière, mais je veux dire un pas de recul en rééquilibrant tout ça et en prenant du franchouillard, j'ai envie de dire. Personnellement, je pense qu'il y en a fortement besoin de prendre du local, enfin du local, du français et du joueur habitué à la Ligue 2 et du coach aussi habitué à la Ligue 2. Ça fait un parallèle aussi avec le LOSC de l'époque Lost Unlimited avec Bielsa. Quand ils le virent, ils prennent à la place Tonton, j'ai oublié son prénom, Tonton Galette, Christophe ouais, Galtier. Tonton Galtier, et ils font venir Tcheka, qui est un habitué du foot français, Motiba et je sais plus qui. Donc, et au final, ça a fonctionné. Et je pense qu'ils sont dans cette hésitation-là et peut-être qu'ils ont du mal à faire le deuil de leur projet internationalisé qui prend pas tout de suite. Ouais, moi, je rejoins Jules là-dessus, hein. Thierry Lauré, moi, j'ai des infos. Bon, après, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a bien eu des contacts avec Thierry Lauré, et c'est la question du mercato qui posait problème, en fait. Il voulait pas lui laisser la main. Bon, après, forcément, oui, il y a des démentis, blablabla. On connaît, hein. En fait, il y a les mauvais agents et il y a les bons agents. Il y a les agents qui disent la vérité, il y a les agents qui mentent. Ça, c'est classique dans le monde du football. Bref, passons. Ahmed Kantari, il veut pas prendre l'équipe pour avoir. Je trahis rien, hein. Je veux dire, il l'a dans la TDS, sans faire de pub, mais quand même. Il a dit qu'il était focalisé sur le championnat de N3 avec une équipe bon, qui est pas mal, hein, qui a 14 points, mais Saint-Amand qui est premier potentiel relégable est à 10 points. Donc c'est pas non plus bon, après les jeunes vont se maintenir, j'ai pas de doute là-dessus, mais il est focalisé là-dessus, il est focalisé sur le fait que bah il a des jeunes à faire monter et il a de quoi le penser. Je pense qu'être le pompier de service, ça va 2 minutes aussi pour lui. Mais je suis d'accord qu'il faut un coach franchouillard, enfin, qui connaît le championnat de Ligue 2. Parce que là, bon, c'est une première expérience, donc forcément, il connaît pas le championnat. Mais à force de persévérer dans son Joga Bonito qui n'en est pas un, bah, on coule, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, moi, je vous rejoins. Après, c'est un peu le constat qu'on a tous fait. Et malheureusement, bon, moi, j'étais pas présent à la réunion club supporter de jeudi dernier, mais des différents échos et des différents comptes rendus qu'on a eus, ils vont continuer à être dans cette démarche-là. Donc moi, c'est aussi pour ça que je me disais, mais en fait, pardon, ils anticipent une potentielle descente pour partir sur des bases plus saines et ils n'ont pas envie de toucher à ça parce que sinon ils seraient sur des recrutements, aller chercher des mecs qui font un peu moins qu'être en Ligue 1, aller chercher des mecs qui sont par exemple montés avec Le Havre, avec Metz l'année passée mais qui jouent plus parce que bah ils ont pas forcément le niveau Ligue 1 mais ils ont le niveau Ligue 2. J'ai quand même du mal à imaginer ce recrutement-là qui continue quand même dans cette voie. On l'a vu notamment, on en parlera un petit peu après dans la partie mercato, mais avec Ouissou, le nouveau numéro 9. Donc j'ai un peu du mal à imaginer cette voie-là, et moi c'est ça qui m'inquiète perso. Après, tu as encore l'espoir qu'ils fassent un peu des deux, hein. Moi, ça me dérange pas qu'ils continuent de recruter de Mm. l'exotique. Ouais, bien Si sûr. derrière, si derrière, t'as du plus expérimenté et du plus habitué à la Ligue 2. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que pour moi, s'ils persévèrent dans cette voie-là sans faire de concessions, bah, déjà que je trouve que c'est mort, alors là, ce sera même pas la peine d'espérer. Ça peut péter selon vous contre Annecy? À moins que Flo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant sur ça. Ouais, 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 je voulais rajouter quelque chose sur le fait que pour moi, et c'est une erreur, après ça n'engage que moi, Jorge Maciel est arrivé en se coupant de son club. C'est-à-dire qu'il est arrivé en disant j'ai mon groupe pro, il a basculé des joueurs en N3, ce qui jusque-là me pose pas problème, dans le sens où bah voilà, faut pas travailler avec un groupe de 40 joueurs, sinon c'est impossible. Le souci, c'est qu'il y a des joueurs qui font des performances en National 3 qui mériteraient d'être récompensés par ne serait-ce que des bancs en Ligue 2, et des joueurs qui devraient aussi aller faire un tour en National 3, parce que ils ont un boulard qui commence à se développer alors que bah, concrètement on est dernier, donc on va pas se mentir qu'on est nul. Et ils devraient justement faire un tour en bas et se rendre compte que bah il faut mériter sa place. Parce que là on empile les numéros 9, mais finalement bah il n'y a pas de remise en question.
Et puis sur le recrutement, bah, si non seulement on recrute ni local ni jeunes du centre de formation, bah, ça peut pas fonctionner. À un moment donné, que des joueurs qui ne se connaissent pas, Toulouse a réussi, mais bah, nous, ça prend pas. Ouais, c'est intéressant comme remarque. T'en parles un petit peu dans ton intro quand je t'ai présenté, notamment un peu sur la mentalité de ce groupe qui, on peut faire un petit aparté sur ça, et qui, je pense, sur beaucoup de joueurs individuellement ne pose pas de problème. T'as beau être 20e, je considère on n'a pas des mercenaires non plus comme on pouvait avoir en 2014. J'ai pas l'impression d'avoir les Dosevi, les Baybek de 2024 dans le vestiaire. Mais c'est vrai qu'il y a des attitudes qui posent problème. Moi, je me rappelle quand Georges Maciel est arrivé à l'entraînement, ça travaillait beaucoup, ça cavalait beaucoup. Il était très exigeant avec son staff sur ça. Alors, c'est évident que tu évolues au fur et à mesure de la saison et qu'en pré-saison, tu te prépares physiquement. Tu peux pas faire travailler les mêmes choses d'un point de vue physique et athlétique qu'en milieu de saison. Mais on a l'impression qu'on est quand même vite passé à autre chose, que les joueurs ont un peu gain de cause. Et moi, c'est toujours un truc qui me choque, c'est quand les joueurs qui, en plus de leur jour de repos normal du dimanche, hein, ça, on va pas le remettre en question, sont systématiquement en repos également le lundi, alors que moi, je me rappelle d'une époque où ça aurait été, t'as ton repos si tu gagnes, quoi. Ou au moins un minima si tu perds pas, quoi. Est-ce qu'on n'a pas aussi un petit problème sur ça? Je sais, Flo, que toi, tu es souvent présent à l'entraînement. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Ouais, je suis présent à l'entraînement l'été parce que je ne travaille pas, mais ensuite j'ai les cours, etc. Mais au-delà du lundi, moi ça me pose pas problème qu'ils aient du repos le lundi, c'est qu'il n'y ait aucune journée de double séance. Ils s'entraînent le matin et rentrent à leur baraque. C'était le cas Et au début, puis, pourtant, hein. C'est bizarre comme cette et encore, évolution. ils rentrent à leur baraque pour les plus sages. On sait qu'il y en a d'autres qui, voilà, ont des activités annexes. Ils font ce qu'ils veulent, encore une fois. Ils font ce qu'ils veulent. Mais derrière, ils sont pas capables d'assumer. Et pour rebondir du coup sur ce que tu disais, Annecy, moi, j'y crois encore pas. Je suis désespéré à ce point-là. Je me dis, Annecy, on ne gagnera pas. Mais le truc, c'est que bah, s'il est pas viré ou quoi, bah, faudra pas qu'il se plaigne d'avoir les supporters à dos, puisqu'au bout d'un moment, on n'est pas là pour bouffer de la merde toute une année, quoi. Mhm. Après, t'as posé deux points, Ilan. Le premier, c'est est-ce que ça va péter contre Annecy? Alors, perso, je pense pas qu'on va gagner non plus. Je pense que ça va beaucoup se concentrer sur le coach, qui, clairement, avec sa déclaration, bon, on en parlera peut-être plus tard, a pris tout sur son dos, au final. Il a un peu concentré les critiques, du coup. Je pense que ça va beaucoup siffler s'il n'y a pas de jeu, s'il y a pas de victoire. En tout cas, ça risque d'être compliqué. Bon, après, de là à dire que ça va péter, on a passé 9 années sous ce DIEC, donc on a vu que ça pétait jamais. Euh, Après, au niveau du groupe, moi je rajouterais un point, c'est que je trouve le groupe hyper scolaire en fait. J'ai l'impression que Je suis voilà, ils sont d'accord. là, ils ont pas de caractère, pas de personnalité, et on dirait aussi qu'ils communiquent pas ensemble au final. C'est une somme d'individualité et c'est en tout cas l'impression que ça donne sur le terrain. J'ai pas l'impression qu'il y ait des encouragements, qu'il y ait des regroupements quand il faut se mettre à discuter. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le vestiaire qui prenne la parole pour dire les choses franchement. Alors ça a déjà été le cas, hein, ce genre de situation, je trouve, les saisons précédentes. Bien sûr. Mais là, je pense que ça doit être encore plus flagrant. Et même au niveau du capitanat, bon, ça se partage entre Boitou et Masson, mais je suis désolé, les deux, je les vois pas vraiment comme capitaine d'un navire qui coule et en plus de ça, d'un navire qui soit avec des internationaux et des internationaux qui vivent leur première expérience à l'étranger. Je pense qu'ils sont pas du tout qu'ils sont pas du tout l'étoffe d'être capitaine de ce groupe-là. Bah, moi, je te rejoins totalement sur le manque de leadership. Je ne vais pas rentrer sur les côtés un peu vices durant les matchs, on en a beaucoup parlé. Là, on reste un peu sur l'aspect plus en dehors du terrain. Mais moi, j'y pense notamment. Moi, un truc qui m'a frappé, c'est contre Caen sur le but du 2-1. C'est Le Bihan, je crois, qui réduit la marque. Mais les Mm. attitudes, toutes les têtes baissées, il n'y a pas un mec pour gueuler derrière, pas un rock pour montrer les pecs. Alors qu'en vrai, même si tu prends ce but-là, t'es quand même. Tu vas quand même peut-être aller gagner ton premier match de la saison. Derrière, t'as 5 minutes à tenir. Ton contenu, même à 2-1, il est quand même très bon on dit beaucoup une mi-temps, mais globalement, je trouve que c'est peut-être le meilleur match de la saison. Et pourtant, malgré ça, tu as l'impression qu'à 2-1, ils ont déjà perdu le match. Alors, il y a match nul, mais dans l'esprit, ils ont déjà loupé la victoire. Et c'est vrai que tu as un manque de leadership pas possible. Et moi, le brassard de Masson, après, à sa décharge,
Masson, je vois pas qui d'autre tu peux le donner. Donc, à la limite, c'est pas sa faute. C'est plus le fait de pas avoir d'autres gars pour pouvoir leur donner. Mais Julien Masson, moi, je l'adore. Hein. C'est l'enfant du Mont-Oui, il a un peu le totem et tout. Mais je parle même pas techniquement parce que moi, je considère que Masson, ça commence à être de plus en plus limité. Mais bon, à la limite, c'est pas le premier dossier que je voudrais ouvrir. Mais enfin, franchement, dans les attitudes, c'est ça, comme tu l'as dit, pour moi, ils ont des têtes très, très scolaires. Tête un peu baissée. C'est pas un groupe de mercenaires, c'est un groupe un peu. C'est horrible à dire, hein, je suis personne, hein, mais un peu sans âme, un peu vide. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'ils sont traumatisés par les événements et le coach le Mm. premier. Je pense pas que le coach il a envie de se faire virer. Enfin, peut-être il a envie de jeter l'éponge quand même. Enfin, c'est vrai. Mais ouais, on a tout un groupe avec le coach en premier qui n'a pas de charisme, qui et qui sont traumatisés par les événements, qui sont déboussolés par les événements, qui savent pas comment rebondir. Et ça se voit parce que quand il y a eu un semblant de progression, ça a commencé à devenir intéressant. On parle tous du double match Ouais, l'enchaînement. Grenoble et puis Ouais, Caen j'allais et dire. Grenoble. Là, franchement, il y avait de quoi être hyper optimiste. Hein. Et je mâche pas mes mots parce que personnellement, j'étais content des deux prestations. Mm. Et une fois que ça a recoulé, mais ça a recoulé dans des proportions abyssales, quoi. Le match contre Angers, il est ignoble. Le match contre Dunkerque, c'est un tout petit peu mieux, mais franchement, c'est niveau national. Et le dernier, donc contre Laval, non, c'était contre qui le dernier C'était match? Angers? QRM, pardon. QRM, ouais. Oh là Ouais. là. Ouf. Bah, il s'est rien passé, quoi. On a joué à 5 pour faire 0-0. Mais sincèrement, moi je te rejoins, l'enchaînement il a fait mal et moi je reste persuadé que cette équipe elle est pas si nulle que ça. Alors, cette équipe elle peut même pas jouer le top 10, hein, on est d'accord. Mais je pense que surtout elle sous-performe mentalement. Et on l'a vu, on n'est pas passé loin, mais techniquement je pense qu'on sait gagner des matchs, on peut faire des choses. Mais en fait, je vois pas cette équipe capable de gagner un match avec au-delà de la technique, l'aspect mental et tout le reste. Je ne la vois pas capable en mesure pardon, d'ouvrir le score, de tenir un résultat, de faire du jeu. Je ne vois pas capable de ça. Là, vous me dites le prochain Mm. match qu'on gagne, je sais pas c'est quand. Moi, je vous rejoins contre Annecy, c'est pareil. Moi, perso, je reviens sur VA pour voir le match. Bon, voilà, c'est histoire d'être avec les copains, de passer une bonne soirée. On a l'impression d'être retourné sur les années Eddy, en fait. On y Bah, va plus par religion que par plaisir, quoi. je pense que c'est une équipe qui aurait plutôt bien tourné si ça avait commencé avec de la bonne manière, on va dire. S'il y avait eu un Ouais. ou deux bons résultats lors des 5 premières journées, là, ça aurait peut-être pu, je pense, dans un cadre plus sain et plus décontracté, ça se serait mieux passé. Et là, en plus, maintenant, ça se transforme en opération commando, mais va t'en faire une opération commando avec ça, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. C'est le gros souci en fait, parce que je te rejoins sur le fait que si le début de saison est tout autre, on réagit peut-être mieux, mais le souci c'est qu'on n'a pas de leader. Donc à partir du moment où le bateau se met à tanguer, bah, ils auraient tous sauté à la mer en se disant que c'était mort. Pour revenir sur ce que Tim dit, non seulement à 2-1 contre Caen, il baisse la tête, mais il n'y en a aucun qui va chercher le ballon au fond des filets pour Mais c'est bah, déjà lunaire, se cette action, hein. protéger, etc. Enfin là, c'est quand en fait, tout était écrit. Quand ils vont chercher le ballon au fond des filets, le mettre sur le rond central, et puis on est reparti. On sait très bien qu'ils vont égaliser. Il n'y a aucun leader dans cette équipe parce que le capitaine, soit c'est un leader moral, soit c'est un leader technique. Bon, Julien Masson n'est ni l'un ni l'autre, on est d'accord. Mais si on avait des leaders sur le terrain, ce serait pas déconnant de le voir capitaine, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin du brassard pour prendre la parole, pour Bien sûr. motiver les troupes. On a des joueurs qui sont capables sur le papier de le faire. Maintenant, ils ne le font pas. Limite, et pourtant je l'aime pas plus que ça, mais Alan Linguet en est un leader. Je suis Il d'accord. fait des performances correctes, il se bouge le cul. Après, bah, c'est compliqué de demander à David Cruz, c'est compliqué de demander à Lucas Woodamberg, c'est compliqué de demander à Andrew Young d'être des leaders, pour moi. Avec Mais tout le respect que j'ai pour Linguet, si c'est lui qui est censé être un cadre, voilà, ça en dit long sur notre potentiel et sur la scolarité de l'équipe, sur l'aspect scolaire. Et moi, je rejoins Flo sur Linguet. Et c'est intéressant parce que j'entends pas souvent cet argument de la part des gens, mais je trouve que moi, Linguet, c'est. Alors, évidemment, c'est pas parfait. Après, ça reste un garçon qui est encore jeune, qui a une certaine marge de progression, mais je trouve que c'est un des rares joueurs qui amène de la vie dans cette équipe. Alors, c'est pas suffisant, mais il est un peu je le mets un peu dans la même catégorie que Knocker, Lilpo et Aymen, quoi. C'est un des rares mecs qui amène de la vie, qui amène du peps.
et je trouve qu'il dégage quand même un peu plus pas de vice, mais mentalement de mec qui va au combat que des garçons qui se planquent un peu, mais même comme Masson en fait, hein. Ouais, totalement d'accord. Après, il paye son début de saison et puis, bon, c'est terrible à dire, mais bon, il a un peu une tête à claque. Alors du coup, ben, pour le public, c'est pas le bon client, donc c'est un peu devenu la tête de Turc. Mais je trouve que, ouais, Ça effectivement, il s'est s'est bien calmé quand même, ça rattrapé. va. Oui, bah, en même temps, oui, là, au bout d'un moment, il y a quand même du contenu qui est un peu plus convaincant de sa part, et puis il y a un contenu tellement apocalyptique de partout que voilà, c'est plus lui forcément qu'il faut cibler, mais ouais, On je voit pas suis de qui tu parles assez, vraiment. non, mais sur Laguet, ouais, il montre un peu, enfin, déjà, c'est un joueur qui est un peu plus adapté à la Ligue 2, et ça se voit tout simplement, en fait. À partir de là, après, de là, à le voir comme un leader, bon, oui, c'est un leader parce qu'il y a rien dans les autres secteurs. Mais, ouais, après, si ça dépend que de lui, quoi. S'il a envie, s'il se sent prêt. Et il y a aussi le fait, comme on a dit tout à l'heure, que c'est un groupe internationalisé. C'est pas pareil de se sentir leader dans un groupe avec que des mecs qui parlent français, etc., que dans un groupe où ça commence, enfin, je me demande comment ils échangent avec les David Cruz, avec les Gudenberg, ça doit être en anglais, j'imagine. Et ça, c'est un changement qui est quand même assez drastique au quotidien du Valenciennes Football Club. Ouais, puis pour revenir sur Alan Linguet, c'est un des rares joueurs qui est dans une tranche d'âge un peu no man's land. Il a 24 ans, Alan Linguet. On sent qu'on a beaucoup de joueurs très très jeunes, de gamins de moins de 20 ans ou de 20 à 21 ans, un peu comme Cruz. Ou à côté, certains joueurs un peu plus âgés, proches de la trentaine, voire au-dessus de la trentaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez choquant. J'avais vu une stat comme quoi le VFC était l'équipe qui avait le moins de joueurs entre, je vais dire peut-être une connerie, mais entre 22 et 28 ans. Vous voyez un peu dans ce pic de forme du footballeur pro. C'était la pire équipe, juste d'un point de vue quantitatif en Ligue 2. Donc c'est assez fou quand même. Ça explique aussi en quelque sorte cela, je pense. Ouais, Alors, ouais, ouais. on va faire un petit tour dans le chat, du coup, avant de partir sur la VAR. Chris dans le chat qui nous dit Georgia avait la sympathie des supporters, mais ses déclarations lui ont fait perdre en crédibilité. Bah, merci Chris, belle passe décisive, vu qu'on va bientôt enchaîner sur ça. HBN dans le chat, salut HBN qui nous dit pourquoi ne pas remettre Ahmed Kantari. L'année dernière, il nous a bien sauvés et il n'est pas mauvais. Il valorise en plus notre centre de formation en les faisant beaucoup jouer, pardon. C'est ce qui nous a notamment sauvés l'année dernière. Alors, on avait un petit peu en parlé de Kantari, mais selon Flo, c'est pas forcément une grande volonté de la part l'international marocain, et même côté Sport République, on n'a pas trop envie de toucher à la réserve. Et je pense que c'est même plutôt une bonne chose de vouloir garder quand même un peu de stabilité là où il y en a. Ouais, pour Ouais, rebondir vas-y, vas-y. là-dessus, l'année dernière, Ahmed Kantari, il est top 3 de National 3 quand il prend l'équipe en Ligue 2. Donc il est sur une dynamique positive, il fait monter les gamins qui font une fin de saison de folie, hein, Powell, Diabaté, etc. Aujourd'hui, la dynamique n'est absolument pas la même. On a une équipe réserve est une équipe réserve, donc comme dans n'importe quel club, on subit les descentes, on a des U19, on a des internationaux et on en est fier de nos internationaux, mais bah forcément ça fait des cadres absents. Et ensuite, c'est des joueurs qu'on peut plus forcément faire monter parce qu'ils sont vachement jeunes. Je pense à Sakalou Niakate, le petit frère de Sikou. C'est une machine physique, mais encore trop jeune pour aller à l'étage du dessus. Et Ahmed Kantari, il a besoin aussi de travailler en tant que formateur sur la durée. Si on lui fait prendre la Ligue 2, là, au final, la génération, elle va être reprise par quelqu'un d'autre en M3. C'est interminable comme système. Ouais, totalement d'accord. Ouais, bah, ça nous permet de nous faire un petit rebond sur nos trois internationaux qui sont partis en équipe de France U18. On les félicite, hein, mais bon, s'ils nous écoutent pas, je pense, mais on les félicite. Je voyais beaucoup de gens qui disaient voilà, maintenant il faut mettre Bouneb titulaire ou même le faire rentrer en jeu. Sincèrement, c'est bon, je pense que tu seras d'accord avec moi, Flo, vu ton analyse sur Kantari, mais c'est encore trop tôt. C'est des gamins, ils doivent même pas avoir une minute de jeu. Kaïsanda, c'est différent parce qu'athlétiquement et physiquement, il est beaucoup plus en avance sur les autres garçons. Mais Sadi ou Bouneb en Ligue 2, c'est beaucoup trop tôt. Kaïsanda, il peut commencer à rentrer dans la rotation, peut-être même potentiellement dans une défense à 3 s'il commence vraiment à exploser aux yeux de tout le monde, mais ça me paraît encore très très précoce, même ne serait-ce que pour les avoir dans le groupe là jusqu'à la fin de saison, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que Faut calmer ça un peu, ouais. On regarde Jordan Poa la saison dernière et à juste titre, hein, tout le monde est satisfait de son travail, on va dire. Aujourd'hui, des fois, dans le COP, on entend des gens critiquer Jordan Poa. Faut leur rappeler que c'est un 2003, je crois.
Ouais, On parle pas d'un gamin qui a 25 ans et qui doit passer le cap. On parle d'un gamin qui a 1 an et demi, il était à l'essai AVA pour 15 jours. Il avait des kilos en trop. Bon, en 3 jours, il a fait ses preuves. Et puis, bah, le parcours qui est le sien est tout à fait respectable et loin d'être terminé. Mais il faut remettre les pieds sur terre. Joachim Kayisanda vient d'avoir 17 ans. On va pas l'envoyer face à des gaillards de 35 ans en Ligue 2 qui vont lui mettre des pains tout le match. Quand il va se trouer, bah, forcément, ça va gueuler parce que, bah, on va perdre des points au classement, etc. Et puis derrière, bah, les gamins, ils ont la tête dans le sac, même si c'est quelqu'un qui bien a sûr. les épaules pour faire une grande, grande carrière. Et encore, je pense que Kayisanda, à la limite, sur les trois, c'est l'exemple le moins déconnant. Mais Bouneb, on parlait beaucoup de densité physique, d'impact au milieu. Vous mettez Bouneb en Ligue 2. Enfin, puis même, ça peut être un peu aussi dangereux pour ce genre de joueur-là, mentalement, d'avoir des débuts très compliqués. Faut pas oublier que c'est quand même des gamins de 16 ans, hein, sans vouloir leur faire offense. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Puis on est biaisé par le fait que ce soit une compétition qui soit diffusée à la télé, qui Ouais, a un ouais, peu de ouais. relais médiatique. Mais l'autre fois, je me suis amusé à regarder, parce que la France a gagné en 2003, la Ouais, 7e Coupe c'était du ça. Monde. Génération Le Talec. Voilà, il y a Oh, certes le Talek, je crois qu'il y a Sinama Pongol, etc. Mais je veux dire, dans le groupe, c'est certain qu'il y a des joueurs qui ont même pas fait carrière dans le foot pro, hein. On est encore ouais, dans un puis stade qui est très précoce, très, très prématuré. Et oui, franchement, la densité physique, on n'en parle même pas. les contenus de match, après c'est normal, hein, ils sont jeunes, hein, mais on le voit bien en termes de contenu de match, c'est beaucoup d'attaque-défense, ça joue pas forcément en bloc, c'est beaucoup de longs ballons. Physiquement, bah voilà, c'est forcément différent de ce qu'on fait en Ligue 2. Voilà, il faut pas non plus sous-estimer la Ligue 2, ces joueurs-là sont clairement pas prêts. Southampton France qui nous dit une descente ne pourrait pas faire tant de mal que ça. Notre descente, donc pour reprendre l'exemple de Southampton France, leur a permis de faire une remise à neuf du board exécutif et sportif. Et le club est très sain actuellement. On est dans la lutte à la montée. Pardon, excellent début de saison, mauvaise phase et 10 matchs invaincus. Donc ouais, c'est un peu la théorie que moi j'avais sur le National 1. Sony28 dans le chat. Salut Sony, moi je suis présent à l'entraînement l'hiver et j'y étais aujourd'hui. Bah, n'hésite pas à nous dire tes retours sur ça. Et Sony, du coup, qui nous rajoute, oui, en effet, ils échangent en anglais, notamment à l'entraînement. Donc ça permet un peu de rebondir sur le sujet juste avant. Alors les gars, du coup, sans transition, on va pouvoir passer tout de suite à la VAR. On va notamment parler de Georges Maciel et ses propos, notamment tenus après le match contre QRM. Alors évidemment, on va aller un peu plus loin que ces simples propos, hein. L'idée est aussi de faire un peu le bilan de Georges Maciel, même si on en a parlé un peu, j'ai l'impression qu'on fait le bilan tout le temps. Donc Georges Maciel, en conférence de presse après le match nul 0-0 à QRM, après avoir répondu aux questions des journalistes comme à son habitude, il a finalisé, donc il a fini pardon, son interview avec une dernière question. Il répondait sur les supporters. Il disait il faut que tout le monde tire dans le même sens. On joue contre une équipe similaire à la nôtre, en parlant de QRM. Eux, à 0-0, tu vois que le public pousse jusqu'au bout. Lol, ça c'est moi. Nous, la semaine dernière, à la maison, on n'a pas eu ça. Alors oui, les gens se saignent pour venir, mais je suis désolé, tu dois supporter ton club. Concernant le déplacement, venir à QRM pour ça, ça envoie un signal de faiblesse à l'équipe. Alors les gars, vous pouvez sortir la sulfate si vous voulez, c'est le moment un peu procès. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations-là? Ouais, vas-y, Florent. C'est déplorable. C'est déplorable dans le sens où déjà c'est totalement faux de dire que le public ne les a pas poussés contre Dunkerque. On a attendu la 70e pour commencer à se foutre de leur gueule parce que bah on se faisait dominer par Dunkerque qui a actuellement sur le papier aucun joueur référence de Ligue 2. Enfin moi j'en vois pas. Arnaud Balijon dans les buts, c'est pas non plus la référence au poste de gardien de Ligue 2. Ça c'est un premier point. Ensuite, quand tu as des mecs qui se déplacent à Quevilly, bah oui, ils vont pas te pousser si tu fais du caca en boîte, parce que c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. À un moment donné, on a une victoire en 14 matchs, en 15 matchs même, je crois. Ouais, 15. On va pas se satisfaire de ça sous prétexte qu'on a battu Agno avec une équipe totalement remaniée. D'ailleurs, va falloir m'expliquer, hein, parce qu'en conférence, quand il dit je vais mettre la meilleure équipe et au final il t'envoie une N3, Mais il le est message perdu, hein. envoyé à tes joueurs, il est catastrophique. Mais c'est déplorable, c'est déplorable. En fait, ils sont vraiment en train de détruire absolument tout ce qu'ils ont mis de hype. Ils ont voulu se rapprocher des supporters, etc. Là, on croirait entendre, et avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que je l'apprécie, Noah Di Liberto la saison dernière. C'est pas de notre faute, c'est les supporters, ils sont Merci méchants, Flo, ils sont merci. vilains. Mais punaise, mais sans déconner, si ces gens-là veulent avoir une carrière dans le football, il faut jamais qu'ils jouent dans des grands clubs français. Hein. S'ils jouent à Marseille, s'ils jouent à Lens, si,
Mais jamais ils ressortent comme ça. Jamais ils ressortent comme ça. Là, il y a trois pauvres sifflets, limite, on va les mettre en arrêt maladie pour dépression. C'est des Calimero, c'est pas possible. Enfin, ils le savent quand même. Dès les plus jeunes catégories, ils se prennent des sulfateuses dans les vestiaires, ils se prennent des engueulades, ils se font siffler et ils sont aussi applaudir quand c'est bien. Mais quand c'est pas bien, c'est pas bien. On va pas pouffer de la merde et dire merci, monsieur Maciel, c'est tout bon. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est sûrement pas avec une attitude pareille qu'on va les soutenir. Certainement pas. Sur Dunkerque, j'avais trouvé un peu le public bizarre dans le sens, après c'est que mon avis, hein, dans le sens où on est passé de tout à rien en termes de contestation d'un seul coup. Genre à 75e, d'un coup, volte-face, le public s'est mis à faire des olés. Je trouvais ça un petit peu déplacé. Qu'on gueule, perso, je comprends totalement, mais les olés, je trouvais que c'était C'est un un peu peu kitsch, dur. ouais. Ouais, déjà c'est kitsch et c'était un peu dur. Et je pense même que ça a aidé un peu à ce que Dunkerque marque en vrai. Mais en soi, la colère est quand même compréhensible. Après, sur le match contre QV, bon, j'étais pas dans le parcage, donc je peux pas trop juger. Mais déjà, à partir du moment où j'ai vu la composition des équipes, je me suis dit, c'est une honte. C'est une honte de repasser un 5 derrière. Alors, ok, c'est pour te rassurer. Mais là, t'es pas dans une situation où t'es 16e et que tu dois reprendre un petit point pour relancer la machine. Non, là, t'es dernier, tu dois forcer ton destin. C'est pas en jouant un 5 derrière que tu vas faire quelque chose. Donc, ouais, personnellement, j'étais effaré par la compo. Je pense que les gens dans le parcage, en tout cas ceux qui étaient encore sobres, étaient aussi choqués de la composition. Quoique même ceux qui étaient bourrés, je pense, ont dû s'en apercevoir. Un truc comme ça, t'es Mais lucide même si t'es bourré, hein. ouais, je crois, ouais. Et ouais, après le contenu du match, bon, il est nul, quoi. Enfin, il s'est rien passé. C'était à part l'occasion de Boututaou. Et Joga encore, c'est pas bonito! Joga Bonito. D'ailleurs, Ça a heureusement vraiment qu'il est foutu entré en notre jeu. gueule, hein. Ouais, là, le passage à 5 derrière, en plus, je pense personnellement qu'il va leur sortir samedi parce qu'il a pris un point et je pense il y a pas de raison qu'il leur sorte pas samedi ce 5 derrière. Donc, ouais, venir à Cuvy Rouen Métropole, prendre un point à l'arrache, mais putain, quand t'as vendu Sport République, etc., enfin, parce que c'était lui le promoteur de Sport République au début. Quand il est arrivé, il y avait que lui qui parlait. Mm. Et tu te retrouves 3 mois après à te batailler pour prendre un point à QRM. Enfin, au bout d'un moment, il y a un problème. Et c'est normal que les clients, parce que les supporters sont des clients, donc c'est normal qu'ils commencent à péter un plomb. Bah, pardon, avant de rentrer un peu plus en détail dans le sportif, parce que tu parlais notamment de la défense à 5, moi ça me fait penser au fait que tu te ramènes avec une défense à 5 avec 5 défenseurs dans ton groupe pro, mais bon, ça c'est autre chose, on en parlera par la suite, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Non, moi je les trouve même dégueulasses, ces déclarations, je vais aller plus loin. Moi j'ai toujours beaucoup soutenu Maciel, je pense que j'étais un des derniers à vraiment être à fond contre lui, j'adorais sa communication, j'adorais l'analyse en conf de presse, je trouve que c'était un mec qui était quand même assez passionnant. Et franchement, ces déclats, ils sont dégueulasses. Puis bon, en plus, la phrase le public était derrière eux à 0-0. Bon, à croire que QRM, c'est Bollard, quoi. Enfin, on entendait plus le parcage que QRM, donc faut pas non plus mentir. On connaît la Ligue 2, on sait très bien qu'à QRM, il n'y a pas d'ambiance, hein, sauf leur. Pas pour leur manquer de respect, même si leur CM aime bien ça, mais voilà. Mais elle est dégueulasse, cette déclaration, parce que je pense aussi que c'est peut-être notre faute. On est aussi beaucoup trop gentil. Et malgré ça, moi j'ai salué dès le début. Je me rappelle la première radio libre, on était avec Marceau de VFC Inside et on avait peur que le COP siffle la branlée qu'on allait prendre contre Auxerre. Parce que nous, on avait totalement pré-shot la branlée, on s'y attendait. On s'est dit, on a peur que les gens sifflent dès le premier match. Et au contraire, moi j'étais assez étonné que notamment la SR soit à fond derrière et soit très lucide sur le projet SR parce qu'on savait que dès le début ça allait être compliqué, on s'attendait pas à autant, on savait. Donc à un moment donné, t'es dernier de Ligue 2, t'as une victoire en 14 matchs, et je sais même pas comment tu peux arriver à l'ouvrir en conf de presse et critiquer les supporters, parce que c'est même plus se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'il s'est déjà tiré une bonne balle dans le pied. Là maintenant, moi aussi j'étais d'accord avec Julien, je pense que il y avait des sifflets peut-être un peu prématurés contre Dunkerque, les olés étaient un peu kitsch, mais globalement on a le droit de gueuler, il faut arrêter au bout d'un moment. Mais maintenant, il faudra plus se plaindre dans le futur si derrière, tu plus les gens avec toi. Puis aussi, il faut comprendre un truc. Moi, j'en ai marre un peu dans ce foot d'aujourd'hui. Que tu aies des clubs, des joueurs. Et ça arrive que dans les contextes où les supporters sont quand même assez indulgents. Ça arrive pas dans des clubs comme à Marseille où ils sont
un peu moins patient, quoi. C'est toujours un peu le délire de, bah non, mais vous devez supporter. Vous êtes supporter, c'est votre fonction. Comme si que le soutien populaire, il est automatiquement gagné. On doit quelque chose aux joueurs, on doit quelque chose au club, on doit absolument être derrière, comme des bons petits moutons, des bons petits clients qui consomment. Bah non, parce qu'en fait, un supporter, avant tout, c'est factuellement un client. Il va payer pour un service le soir d'un match. Il attend quand même un minimum. Alors, évidemment, on n'est pas des clients, vous voyez où je veux en venir. Mais il faut arrêter de croire que le soutien de supporters, c'est un dû au club. Et je parle vraiment pour tous les clubs. Moi, c'est un truc qui me saoule d'entendre ça. On n'est pas obligé de venir au club, de venir au stade pour applaudir Georges et Maciel ou les joueurs. On a aussi le droit de contester. Et moi, ça me rappelle totalement Diliberto, c'est ce que j'avais dit. Enfin, à un moment donné, Georges et Maciel, je l'aime beaucoup, hein, mais si demain il est viré, on ne le reverra plus au stade du Hainaut. Nous, on sera là encore dans 50, 60 ans. Donc, à un moment donné, les petits donneurs de leçons sur comment on doit se comporter en termes de supporterisme, je déteste ça, ça me rend fou. On n'a pas de leçons à recevoir des acteurs de VA, mais vraiment aucune. Tu parlais juste du déplacement à QRM. Enfin, il y a des mecs, enfin, je pense notamment au papa de Noah, dont le petit est handicapé, qui vient. Je sais ce que c'est pour m'en être un peu occupé. Je sais ce que c'est un déplacement avec un fauteuil roulant. C'est beaucoup, enfin, c'est compliqué. Des mecs qui font des allers-retours de 500 bornes pour aller voir ce système à 5, j'en dirais pas plus, mais voilà. Enfin, c'est honteux. Je trouve que c'est honteux comme déclaration, vraiment. Et puis c'est surtout quand, en fait, tu parles du début de saison, mais les gens, dans leur tête, il n'y a pas de rupture depuis les années Ziyech. C'est ça. Parce que nous on l'a, la rupture, mais elle n'est pas brutale. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait fait des superbes saisons, puis bah, là, on plonge, et effectivement, ça serait dur de les critiquer. Ça fait des années qu'on bouffe de la Mm. merde. On C'est voit vrai. des nouveaux propriétaires, on est hypé, on se dit, ça y est, on va avoir du beau jeu. En plus, il le dit. Il dit, je vais faire du beau jeu, j'ai envie de jouer en 4-3-3, 4-4-2. Il te met un 5-3-2 avec Taylor Moore qui envoie des frappes de football league. Oh là là là, merde. Tu connais, mais tu vas voir de la régionale 1, parfois ça joue mieux et je pèse mes mots. Je suis peut-être sévère avec cette équipe, mais il y a des équipes de régionale 1 qui ont rien à envier en termes de jeu, pas en termes de qualité, etc., à Valenciennes. Ah, mais Après, totalement, hein. sur le discours de Maciel, au final, moi, je lui en tiens même pas rigueur parce que je pense, personnellement, j'en suis arrivé au stade où j'ai même pas envie de tirer sur l'ambulance. Moi, quand je vois Maciel, je vois vraiment un, un gars enfin, après, c'est de la psychologie de comptoir, mais qui s'est rendu compte que le costume était encore trop grand pour lui. Et, ouais, il est paumé, il va dans tous les sens sans jamais fixer un cap précis. On sent dans le body language ou bien dans aussi ses paroles en conférence de presse, il sait pas où il va et je pense aussi qu'il sait qu'il a déjà perdu la bataille au final. Et alors il se démène, etc. Mais ouais, il est paumé. Donc au final, les paroles, les propos à chaud en conférence de presse comme ça, bon, ça reste, on va dire, de l'annexe presque. Il se tire quand même une sacrée balle dans le pied. Parce que moi, j'avoue que c'est pas, même pas moi forcément, mais je trouve quand même que ces déclarations, elles ont vraiment fait bon. Pour le coup, ça a touché beaucoup de gens, ça a touché beaucoup de réseaux, ça a touché, même je pense du côté des sections, ils ont dû prendre ça mal. Eux qui sont quand même peut-être dans l'investissement, enfin même pas peut-être, les plus peu critiquables sur tout ce qui est déplacement, animation d'avant-match, etc., etc. Il se tire quand même sacrément une balle dans le pied. Et puis en termes d'union sacrée, c'est une catastrophe, quoi. Après, c'est vrai que ça fait tâche et que ça fait contradiction avec son discours de début de saison. Quand il est arrivé, il avait vraiment axé ses paroles sur les supporters. Donc c'est vrai que là, mais bon, ça traduit le fait qu'il soit totalement paumé. Ouais, mais Puis, totalement. vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, mais du coup, j'allais dire, en parlant d'être paumé, on va parler un peu après du sportif. Mais moi, je reviens encore une fois, mais moi, ça m'énerve le côté, vous devez absolument supporter, mais on ne doit rien au club. Un supporter, il n'est pas obligé de supporter, hein. C'est pas paye ta place et ferme ta. Voilà. Et moi, ça, c'est un truc qui m'agace, en fait. Donc, non, non, pas du tout. Faut arrêter avec, ouais, mais ils n'ont pas été derrière nous. Mais on n'est pas obligé d'être derrière vous, hein. On est aussi des grands garçons qui peuvent jouer objectivement la situation de notre club et de pas être content quand c'est le cas, quoi.
J'allais rebondir là-dessus justement. Tu vas au restaurant, tu commandes un plat, il est dégueulasse, tu vas pas dire merci au chef parce qu'il m'a fait à manger. Non, C'est tu vas trop payer, facile, ça. Mm. payer pour bouffer, tu veux bouffer de la qualité et tu vas certainement pas applaudir le chef qui te fait une bouse dans ton assiette. Là, c'est exactement la même chose. On parle des tarifs à Valenciennes, c'est toujours pas ce qu'il faut, euh, mais bon, après, on va dire qu'ils viennent d'arriver, etc. Soit, mais non seulement les gens payent les mêmes prix qu'avant, voire plus cher, puisque bah, les prix n'ont pas baissé pour l'abonnement alors qu'on a moins de matchs. Et derrière, il faudrait se satisfaire de deux pauvres victoires sur une année civile, et puis se satisfaire de ça. Enfin, à un moment donné, c'est, comme tu dis, c'est beaucoup trop facile. Enfin, c'est pas nous, on est là pour supporter, eux, ils sont là pour jouer, et puis voilà. Le but, c'est Bien s'il y a sûr. une entité VA, s'il y a un collectif VA, s'il y a une âme VA, et il y en a une, on le sait très bien, bah, c'est tout le monde qui doit tirer dans le même sens. Mais si les mecs se tirent dans les pattes, alors il y en a, ils sont juste mauvais. C'est pas de leur faute, ils se donnent à fond, mais ils sont mauvais. Mais à un moment donné, on va pas les applaudir et dire c'est bien mon loulou, continue. C'est pas des élèves de maternelle à qui on apprend à faire leur lacet, quoi. Mais il l'avait dit Mm. en arrivant, Georges Massé, il avait dit l'avantage, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il avait dit l'avantage, c'est quand on arrive à VA, on sait aussi qu'on est dans un club assez tranquille, où on peut travailler. L'air de dire où il n'y a pas une grosse pression populaire. Est-ce que aussi c'est pas notre faute à vouloir être toujours gentil, mais c'est pas la première fois que dans le foot français en général, tu vois beaucoup de critiques envers les publics quand même assez patients. Je dis pas qu'il faut être comme les Marseillais, mais je trouve ça totalement dégueulasse pour les supporters qui se sont déplacés et même les gens qui continuent à aller au stade après une décennie de malheur, parce que ça, Georges Massiel, il s'en rend pas compte non plus, il le sait pas vraiment. Enfin, il le sait, mais vite fait, quoi. Après, ouais, sur ce qu'a dit Florent, c'est vrai que l'image de la cuisine, tu as aussi le fait que le chef cuisinier, avant de te servir ce plat immonde, a dit que ça allait être plutôt bon et que plus les plats allaient défiler sur notre table, mieux ça allait être. Donc, au final, c'est de la publicité mensongère forcément, ça a frustré les gens. Et puis, ouais, c'est vrai que Florent aussi, sur un autre point, il a raison, c'est qu'il y a, alors pour nous qui sommes suiveurs assidus et qui créons même parfois l'actualité du club, pour nous, il y a eu une coupure. Enfin, et encore, au final, ça a été une coupure de la fin de l'ère Ziyech qui a été assez relative. Mais pour le grand public, il n'y a pas eu de coupure au final. Eux, ils s'en foutent. Il y en a beaucoup qui s'en foutaient de Ziyech sur sa chaise présidentielle, ils s'en battaient les couilles. Donc, au final, ils voient aucune différence entre le VFC 2022-2023 et le VFC de 2023-2024. Et donc, ouais, c'est la 11e saison de merde, et en plus, une merde qui est encore plus sombre que les années précédentes. Donc, ouais, on a été très patient. Et après, ouais, sur le fait que le public soit trop gentil, bon, après, c'est la Ligue 2, hein. Il n'y a pas énormément de gros publics qui puissent mettre une pression d'enfer sur les supporters, sur la direction. Alors, on va Donc, faire un. Ah, c'est pas vas-y, forcément finis, pardon. compatible. Non, je disais que c'était pas forcément incompatible avec le fait de ne pas avoir de résultats, parce que bon, quand tu regardes les équipes en haut, t'as Pau, il n'y a pas de supporters, Bien t'as sûr. Rodez, il n'y a pas de supporters, t'as Laval, bon, il y a des supporters, mais c'est pas une grosse Mm. culture ultra ou quoi, donc ça reste Alors, relatif. on va faire un petit tour dans le chat, notre ami Larry. Ouais, Ouais, je l'attendais. Qui réagit du coup au sifflet contre Dunkerque. Le public a été très patient pardon, jusqu'à la 80e contre Dunkerque. Il faut quand même rappeler à George Michael que ces joueurs méritaient déjà un taquet après la bouse contre Concarneau. C'est vrai, c'est vrai. George Michael. il est bon ce Larry. Ouais, Il est fort. Rampeur à qui on passe le bonjour dans le chat. 2 victoires en 2023. ouais. Deux victoires en 2023. Il faudrait sourire 3 petits points. Encore une fois, on n'est pas à la botte du club. Et puis une Sony, victoire, je me permets, une bien victoire sûr. sur cette saison, mais une victoire, mais c'est quelle victoire? C'est une victoire qui est absolument C'est improbable. Boutoutesque et Louchesque, clairement. Loucher, il fait des parades que, enfin, on l'avait dit dans le débrief quand on débriefait à l'époque les matchs du BFC. Tu t'attends. Euh, on s'était dit que c'était top 3 des performances sur la décennie, top 3 de performances individuelles d'un gardien. C'était improbable. Ah, mais totalement, c'est quelle victoire aussi, hein. Sony dans le chat, on ne peut pas enchaîner et prendre des points si on change de composition toutes les semaines, hein. En même temps, ouais, en même temps. Et même pas cette défense à 5, fallait à QRM pour prendre les 3 points. La dernière victoire à domicile remonte au 26 mai, ça commence à faire beaucoup. On a Pablo dans le chat qui nous dit hâte de voir le prochain Dame supporter, en espérant qu'ils interviewent le collègue Eiffel. Rampeur dans le chat qui nous demande est-ce que ce serait pas une bonne idée d'aller recruter à Ecopont.
Ah là Merci là, Didier, merci Didier. ah là là. Alors, et vous situez-vous où vous, Georges et Maciel, dans un peu la hiérarchie des clubs depuis, on va dire depuis la descente et peut-être au-delà? Comment? Vous le situez où, vous, Georges et Maciel, un peu dans la hiérarchie des derniers entraîneurs du VFC? C'est le pire qu'on ait eu selon vous ou pas? Bah, c'est un peu hors catégorie parce qu'au final, est-ce que c'est un mauvais coach? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est le cas, c'est que c'est un coach, enfin, c'est que c'est un gars qui est pas à sa place actuellement, en fait, C'est qui est quand même peut-être pas Georges et encore Maciel. prêt. Ouais, non, mais en vrai, il a un bête de CV, il était ultra prometteur. Alors, ouais, maintenant, c'est un peu honteux de revoir un peu nos posts à l'époque sur Twitter, Oh la honte. mais franchement, il y avait quand même de quoi être enthousiasmé. Un jeune coach, il passait par. Puis même, on parlait par exemple du recrutement raté, mais pendant tout l'été, on a vu des Porto, du FC Porto défiler à Valenciennes. Donc, on C'est s'est vrai. dit, bah voilà, c'est autre chose, quoi. C'est un globe de fou. Mais tu le situes C'était. où par rapport à Christophe Delmotte? C'est quand même Christophe Delmotte, quoi. Après, Delmotte, c'est pareil, parce que Delmotte, bon, à VR, je l'ai détesté, mais alors, pas en tant que, en tant qu'entraîneur 1, hein, Mm. on s'entend. Mais au final, maintenant, à Metz, il fait pas tâche, hein. Il est adjoint plus de Laszlo Bologna. Il est limite second coach, et au final, bon, ils s'en plaignent pas là-bas. Donc, ouais, alors oui, s'il s'agit de juger un passage, s'il est viré dans une semaine, Maciel, bah, il est dernier, quoi. Il est même derrière Casoni. Après, en termes de qualité intrinsèque, c'est beaucoup Compliqué à plus abstrait que juger, ouais. ça. Ouais. Alors, Excusez-moi, et quand ouais, vas-y, je vas-y. vais pas devant avec 5 défenseurs, moi je sais pas, hein, mais je me pose des questions. Ça, c'est de la Je me passe des flots. Ça, c'est de la passe Si. des. Parce que justement, du coup, on a quand même, on lit quand même souvent des critiques, nous les premiers, hein, sur les constitutions de groupes de George et Maciel. Donc souvent d'avoir par exemple des systèmes assez défensifs avec 8 attaquants dans le groupe, pas 8 numéro 9, mais quand même 8 joueurs offensifs. Ou à l'inverse, en début de saison, des fois on voyait quand même pas mal de défenseurs alors qu'on était repassé à 4 et avec 4 joueurs, enfin 4 derrière avec une attaque avec 4 joueurs en 4-2-3, hein. Est-ce qu'il est pas un peu paumé aussi, l'ami Maciel? Ah Bah, oui, il fait avec ce ça, qu'il il est a. pas mal. Vas-y, Florent. Il fait avec ce qu'il a. Il est paumé, c'est une évidence, mais il fait avec ce qu'il a. Je veux dire, il prend les 18 joueurs les moins pires du moment, qu'il estime être les moins pires du moins, et il fait son groupe. En fait, je sais même pas s'il réfléchit à son futur système ou quoi. C'est terrible d'en arriver là. Mais je me dis, limite, c'est comme un coach de National 3 qui fait avec les présents, et puis bah, il s'adapte, quoi. Il se dit, bon, bah lui, il est dispo, lui, il est pas blessé, lui. Parce que bon, comme tu dis, quand on jouait à 4 derrière, il prenait je sais pas combien de défenseurs. Là, quand on joue à 5 derrière, il prend 5 défenseurs. Et encore 5 défenseurs de papier, pas de qualité. Parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais les 2 Néerlandais qu'on a pris, je pense que c'est une belle escroquerie aussi, hein. C'est pas mal du tout sur cette hiérarchie, quoi. Bah, en fait, c'est pas que de la faute de Maciel là, sur le coup, parce que c'est partagé avec les dirigeants de Sport République. La construction de l'effectif, elle est mauvaise. Il y a pas de poste doublé, il y a pas. En fait, maintenant, à l'instant T, tu as l'impression que l'effectif, c'est 3 défenseurs qui se battent en duel, 3 milieux et 37 attaquants, quoi, dont aucun qui performe. Enfin, en tout cas, aucun attaquant axial. Donc, ouais, construction d'effectifs cataclysmiques qui fait que Maciel, comme l'a dit Florent, n'a pas le choix sur la composition du groupe. Après, sur le dispositif tactique, là, c'est tout autre chose. Là, c'est clairement de la responsabilité de Maciel qui est paumé. Après, ce qui pourrait nous être limite bénéfique sur ces derniers matchs avant Noël, c'est qu'il y ait une avalanche de blessés ou de suspendus. Je pense notamment à Costa. Ça va peut-être permettre de faire ce que Florent demandait, c'est-à-dire des joueurs du centre, des nouveaux joueurs du centre. Je pense on en parlait, Diagouraga ou Foé, Hondo, c'est ça. C'est Donc ça. ça va peut-être être ça notre salut dans le sens où on va peut-être voir enfin alors un peu comme à l'époque Dieck, des petits jeunes qui viennent sauver la baraque, ou en tout cas faire mieux que ceux qui sont en place.
Ouais, effectivement, sur le mercato, évidemment que c'est partagé, et même sur certains choix. Moi, j'ai eu des échos, par exemple, on parle de Woudenberg, que ce ne serait pas un choix de Jorge Maciel. Et bon, après, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po ou que sais-je pour comprendre d'où viendrait cette volonté. Sur le dispositif, évidemment que c'est Jorge Maciel. Maintenant, on parle de nouveaux jeunes du centre, mais il y a aussi des pros qui sont redescendus. Je pense à Eram Ziegbe, par exemple. Lui, il a disparu des radars, alors que quand on regarde ses performances en National 3, il a rien à faire là. Il a vraiment que dalle à faire là. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'est pas dans le secret des affaires, etc. Mais quand bien même il aurait des agents problématiques, quand bien même je sais pas quoi, ça a pas l'air d'être un mauvais gamin et c'est surtout un bon milieu de terrain, un bon ratisseur. Comme Sacha Bancé qui montait en puissance aussi et qui, je pense, va pouvoir s'affirmer avec la suspension de Bruno Costa. Parce qu'on a besoin à un moment donné de souffle nouveau. Parce que là, le souci, c'est qu'on joue avec des mecs qui ont la tête dans le sac et qui savent pas comment la sortir parce que bon, ils sont incapables de se sortir eux-mêmes. Alors, en faisant bloc, c'est encore pire. Ouais, en effet, hein, Maciel, je peux le confirmer, il a pas eu un grand poids dans le mercato. Je sais pas littéralement les joueurs qu'il a choisis et ceux qu'il a pas choisis, mais il a quand même un poids assez limité. Alors moi, évidemment, je vous rejoins, hein, il est pas aidé d'un point de vue effectif, mais je le trouve quand même assez perdu sur certains choix. Quand il décide de jouer à 5 derrière et qu'il se ramène avec 3 numéros 9, 8 attaquants sur le visuel, il y a quand même un petit problème, quoi. Enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi, dans tous les cas, on n'est pas bon derrière. Après, c'est facile à dire, hein. Je suis pas dans le vestiaire, je suis pas face aux égaux, mais pourquoi ne pas accepter le déséquilibre? Tu vois qu'au final, tes meilleurs matchs, c'est contre Grenoble et Caen. C'est quand tu as eu, bon, au-delà d'un déséquilibre, une équipe sur le papier qui était un peu plus offensive, avec Aymen en 10, pardon, Knocker qu'il pose sur les côtés et Vénément en pointe. Et s'il faudrait peut-être pas plutôt partir sur ça, quoi, tout simplement, accepter ce potentiel déséquilibre, mais se dire, bon, bah voilà, on essaie de mettre un but de plus que l'adversaire, et puis, bah, de toute façon, ça peut pas être pire, quoi. Mais Après, je cette pense. logique, elle était possible pour Reginald Drey, puisqu'on avait les joueurs offensifs pour. Oui. Aujourd'hui, offensivement, aucun joueur ne te fait une différence pure. Aymen, il a des qualités, mais il n'arrive pas à faire cette différence. Amash, c'est un jour, il te fait des accélérations, etc., qui font la différence. Un jour, il fait une passe en retrait vers Woodember, mais qui finit dans les pieds d'un attaquant adverse. C'est assez compliqué. Le déséquilibre, évidemment que ça peut être une solution. Le souci, c'est que tu n'as aucun attaquant qui est capable de te faire une différence. Donc, tu peux pas mettre un but de plus que l'adversaire. T'as quand même des joueurs, je trouve, qui valent mieux qu'une 20e place. Tu vois, je pense quand même que Knocker, Kilpo, Boututao, après, même si ça reste quand même limité, hein, par ces trois joueurs-là, je vais pas te citer Venema, Oyou ou Bonnet. Je pense quand même que tu serais plus gagnant à partir sur ça, en fait. Puis bon, bah, dans tous les cas, tu le vois, tes meilleurs matchs, pour moi, c'est Caen et Grenoble. Et c'est là où tu étais le plus proche de la victoire, quoi. Mais il y a une donnée qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi le fait il y a deux Ligue 2 en fait. Tu as la Ligue 2, enfin, t'as la Ligue 2 en temps normal et tu as la Ligue 2 hivernale. Et ça, pour certains joueurs, c'est une autre compétition. Alors, le gros exemple, alors c'est peut-être un peu cliché, mais c'est Maccabi Lepo, quoi. Il vient du Soudan, il veut jouer des matchs en Ligue 2 sur des terrains Bah, congelés. d'ailleurs, en Il, parlant de il ça, va, la CAN va il va beaucoup bégayer. handicaper V1. La CAN va beaucoup Ouais, il y a handicaper aussi, V1. il y a aussi cet aspect-là, ouais. Donc, c'est pareil pour Bruno Costa. Ça va être la Ligue 2 hivernale, je le vois pas élever son niveau de jeu à ce moment-là. David Cruz, pareil avec l'enchaînement des matchs. Donc, franchement, il n'y a pas beaucoup de signes qui incitent à l'optimisme. Après, sur Maciel perdu, j'ai peut-être une autre donnée, c'est le fait que le seul match qu'on a gagné, c'est quand on faisait les débriefs. Donc, je pense qu'il n'arrive plus à avoir de ces véritables adjoints qu'étaient les consultants Nagesphère Et ne l'aident plus, donc il est il, paumé encore plus. il manquerait pas un petit Larry, selon toi, et un petit Franck Sper? Je pense qu'il faudrait gueuler Larry en Larry! bord de tribune, mais Ah, peut-être ça peut être une idée de nouveau chant, hein. tu vois, t'as Bamos au Méchant, Larry, tennis, méchant! t'as Cochon! Bamos au tennis pour t'encourager, et t'as Larry au foot. Ah là 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 là, heureusement qu'il nous reste ça quand même, les gars, hein. Alors bon, du coup, sans transition, parce que vous parliez un peu de mercato, de la mercato, on va aussi pouvoir parler un petit peu des jeunes, dont Flo est quand même pas mal connaisseur. On va passer du coup au décrassage. Euh, j'ai envie de dire quel mercato pour VA et quel profil pour se maintenir. On a un petit peu répondu à la question, mais on a quand même le sentiment que bon,
ça n'a pas encore l'air d'être trop dans les têtes actuellement. Pourquoi un tel entêtement? Est-ce que cet entêtement-là peut nous faire descendre, va nous faire descendre? Et quelles sont vos pistes, que ça soit en interne chez les jeunes ou peut-être des bons petits coups sur le mercato? Bah, de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Parce que tu vas devoir faire un choix. Et ce choix, c'est. Alors pour moi, le choix idéal, c'est de relancer certains jeunes, effectivement, de mettre des joueurs au placard. Je pense à Woodenberg. Je pense enfin après c'est un peu dur, mais à Young par exemple, j'ai du mal à voir ce qu'il va apporter. Je pense que c'est un joueur qui va être un échec. Bon, après c'est un peu prématuré, mais en fait il va falloir faire venir une cargaison de joueurs en fait et un mix. Donc à la fois de jeunes qui pourraient venir sauver le l'entité VFC, des joueurs qui connaissent la Ligue 2, mais le problème, c'est en ça que je dis que c'est pas de solution parfaite, c'est qu'à la fin tu vas te retrouver vraiment avec un groupe à l'entraînement qui va être enfin, surpeuplé, quoi. Et ça va pas être une solution idéale aussi pour travailler. Mais il n'y a pas de solution idéale et pour moi, c'est au final, c'est la moins mauvaise. Ensuite, sur le recrutement, bah, on avait dit un joueur par ligne, au moins un gros joueur par ligne et un joueur qui soit capable d'être convaincant tout de suite. Et c'est en ça qu'il faut des gars du cru, quoi. Enfin, du cru, de France. Et il va falloir dégraisser de toute façon déjà cet hiver pour pouvoir bosser correctement. Je pense que dès le début du mercato, faut dégraisser les joueurs qui ne jouent plus. Marius Mobissi, il joue même pas en N3, donc je sais pas encore ce qu'il fout dans nos effectifs, mais à un moment donné, voilà, enfin, Quel emploi faut relever fictif, ça, Mobissi? faut arrêter ces conneries-là. Et effectivement, comme le dit Jus, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de mercato parfait. Maintenant, en continuant comme ça, on fonce dans le mur et c'est pas en recrutant que des joueurs exotiques qu'on va se maintenir. Et donc, ils seront responsables, quoi qu'on en dise, de cette catastrophe. Parce que c'est bien gentil de nous dire qu'en national, on va rebondir, machin. La nationale, c'est aller jouer à Avranches, c'est aller jouer dans des clubs premier de N2. Bon, c'est Boulogne, c'est bien, ça nous fera un derby et on pourra organiser une sortie à Nausicaa. Ça nous fera une belle découverte de notre région. Mais plus sérieusement, si ils recrutent que des joueurs comme ça, ils seront pas convaincants d'entrée. Et c'est ce qui nous pose problème avec ce mercato, c'est que on a des joueurs qui ont besoin de s'adapter, etc. Même si bon, pour certains, c'est pas une question d'adaptation, c'est une question de niveau. Enfin, je veux dire, pour savoir qu'il faut prendre au marquage l'intérieur quand on est latéral, tu peux jouer aux Pays-Bas, en Chine ou que sais-je, c'est toujours la même chose. Mais maintenant, je ne vois pas qui va vouloir venir à VA, parce que là, je regarde le chat et je pense que après, Tim fera un tour là-dessus. Dimitri Liénard, on sait que par exemple, c'est quelqu'un qui peut potentiellement suivre Thierry Lauré. Pourquoi il viendrait à Valenciennes? Pourquoi il viendrait sous Jorge Maciel? Alors J'y vois c'est pas d'intérêt. intéressant ce que tu dis. Alors parce que du coup moi je m'étais fait la même réflexion et j'avais discuté avec un Strasbourgeois en fait qui me disait tout l'inverse. Ils peuvent pas se blairer. Du coup bon après je sais pas, je suis pas spécialiste Strasbourg, mais dans l'idée oui, tu as raison aussi que c'est des coachs aussi comme Thierry Lauré qui peuvent t'amener un vrai réseau comme l'avait fait Olivier Guégan pardon quand il était venu à VA notamment la première saison. Mm. Après, sur un point qui est super inquiétant, parce que pour l'instant, on n'en est qu'au stade des échos. Mais si ça se confirme le fait que Sport République choisit les recrues et les fout devant le nez du coach sans lui demander son avis, mais c'est absolument pas le chemin à suivre en fait. Je pense que tous les clubs qui fonctionnent ont justement ce fonctionnement où c'est une synergie entre l'entraîneur et la direction pour le choix des joueurs. Ça fonctionne jamais Bien en sûr. circuit fermé, ça fonctionne quasiment jamais. Moi, je trouve Même ça quand tu as de inquiétant pour la quand suite t'as hein, de franchement. la data. Ouais, et puis surtout qu'en plus, quand Maciel est arrivé, enfin, ils nous ont vraiment donné l'image du mec qui était, t'avais l'impression qu'il bossait main dans la main avec Sport République. Donc là, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et c'est en ça que c'est inquiétant, c'est que c'est pas un problème. Là, pour le coup, se dire qu'il a zéro responsabilité là-dessus. Et même les traces des années précédentes. Et puis pour en revenir à Eddy, on a suffisamment critiqué le fait qu'il faisait ses choix tout seul pour ne pas faire le même reproche à Sport République. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, ça m'inquiète. Au-delà d'une potentielle descente ou autre, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus sur la vision des choses.
Si ils font ces erreurs-là dès le début et qu'avec une victoire en 14 matchs, une place de lanterne rouge quasiment à la trêve, ils n'ont pas la capacité à être lucides et à se dire OK, il faut qu'on se remette en question. Oh, mais ils l'auront Ouais, jamais en fait cette lucidité-là. Donc moi c'est ça qui m'inquiète en fait surtout. C'est plutôt sur la vision des choses sur le moyen court long terme quoi. ouais, c'est ça le pire, clairement. Alors au niveau peut-être de ce qui peut être un mercato interne, on va dire, Flo, tu parlais notamment de faire monter certains joueurs, même Jus. Vous avez quelle piste, vous à peu près en N3, quel garçon vous aimeriez bien voir un petit peu avec le groupe pro? Bah, déjà au milieu de terrain, je pense qu'on a de quoi faire. On a Eram Zekbe, on a qui d'autre qui peut monter? Peut-être Nassim Haïtmou, mais pareil, voilà, est-ce qu'il va être prêt le gamin? On parle d'un gamin qui est encore très jeune, plutôt davantage numéro 10, donc c'est pas vraiment là où on va avoir besoin non plus. Euh, c'est compliqué chez les jeunes pour moi de trouver quelqu'un. Je voyais certains commentaires, et à juste titre, sur Célestin Niemb, qui claque, hein, qui est un très bon joueur. Maintenant, on parle d'un jeune qui revient tout doucement en N3 parce que bah, il a eu un passage à vide où il est donc repassé chez les U19. Il y a déjà un cap entre U19 et entre N3 qui est indéniable. En Ligue 2, c'est tout autre chose. Et le souci, c'est qu'on a besoin de joueurs prêts maintenant. Manga, peut-être, Manga Foyondoa qui est très sérieux, qui a des qualités. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour faire souffler un peu Julien Masson, même s'il a un profil davantage relayeur. Après, c'est compliqué. Moi, derrière, j'en vois pas, dans le sens où on a Kayisanda de temps en temps, mais là, il est pas dispo. On a Sakalou Niakate, je disais, mais qui est encore jeune. On a Blancard, qui pour moi était au-dessus de Jordan Poa à l'époque, et puis bah, finalement, Poa est passé telle une flèche devant lui, et c'est tout. Bon, voilà, ça reste un bon joueur. Liénard, mais Liénard, c'est un latéral droit, donc on n'a pas vraiment besoin. Et puis après, bon, je vois pas plus que ça. Mais après, une recrue qui serait possible, ce serait Montagnier. Enfin, alors là, on parle de coach, mais Montagnier, finalement, qui ne signe pas à Caen, qui fait signer Nicolas Sub. Donc peut-être que c'est le coach qu'il faudrait, parce qu'on sait que c'est un coach qui a un réseau, on sait que c'est un coach qui sait faire jouer ses équipes, et c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un meneur d'hommes. Ah bah bien Il y sûr, a, ce serait la il y a solution trois rêvée, aussi hein. sur le dossier, non? Oui, oui, ça vient de sortir, je crois, aujourd'hui d'ailleurs, Donc, ouais, ou après, avant-hier. après, ouais, Flo a raison, c'est clairement au milieu de terrain que ça pêche le plus dans cet effectif. Et si c'est là qu'il y a le plus de densité au niveau du centre de formation, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, effectivement, le problème, c'est que c'est surtout au niveau de l'impact que ça pose problème à ce niveau-là du terrain. Et effectivement, il y a un gap entre le centre de formation et le physique de la Ligue 2. Après, bon, est-ce que un mec comme Kaba, on s'attendait à ce qu'il perde tout de suite? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'un mec comme Poa perde tout de suite? Même pour Diabaté quand il était dans les cages. Donc, il peut y avoir des bonnes surprises et de toute façon, faut tenter. En tout cas, des joueurs qui ont commencé à s'entraîner avec le groupe pro. Donc, genre Sordia Gouraga, pour moi, son match à Saint-Étienne, il avait été courageux. Mais c'est des joueurs courageux, justement, dont on a besoin. Donc, pourquoi pas? Après, voilà, on est dans du pari. Et du pari auquel il faudra rajouter forcément des certitudes extérieures avec des joueurs, je le répète, du championnat. Ouais, moi je vous rejoins sur notamment Fouandoa. Moi, c'est un petit coup de cœur que j'ai en N3. Bon, je pense pas qu'il est forcément prêt pour être titulaire. Après, c'est toujours pareil. Prêt, ça dépend aussi de la concurrence. Et la concurrence au milieu de terrain, bah, elle est catastrophique. On a Bruno Costa qui est totalement à l'amende. On a Julien Masson qui est suspendu un match sur trois ou qui est blessé. Enfin, moi, sincèrement, Masson, techniquement, je commence vraiment à avoir des doutes. Je pense que Bansé peut notamment prendre sa place. Je vois mal les deux jouer ensemble. Je pense que bon, on a vu assez de terrorisme comme ça niveau système. J'ai l'impression que Massiel, il commence à préférer Van Masson d'ailleurs. Ouais, bah c'est pas Enfin, plus mal. sur le peu de vision qu'il a, c'est une petite tendance Ouais, j'ai ouais, je l'impression suis que ça donne. d'accord. Et puis même, bon bah Cruz, c'est toujours un peu le même débat. Techniquement, c'est fort avec ballon, mais sans ballon, c'est compliqué. Et puis bon bah c'est quelqu'un qui on a donné les clés du camion, qui n'aurait pas dû les avoir parce qu'il faut quand même lui laisser un peu de temps. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit trou. Alors il y a une très très bonne génération qui arrive. Encore une fois, ça forme bien mon oui, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un tout petit trou générationnel
C'est un peu plus compliqué là d'aller chercher des jeunes. Tu sens que soit ils sont déjà dans l'équipe A, mais bon bah voilà, c'est les Kalai, c'est les El Amri, c'est des joueurs quand même où tu te dis bon pour la Ligue 2 c'est compliqué. Et d'un autre côté, tu vois tes petites pousses arriver, les Bouneb, les Kaïsanda, mais ça reste quand même encore assez jeune quoi. Bah, après, par exemple, tu as Guilain Rancaillon qui a fait quelques apparitions en prépa avec les pros, qui est très mal utilisé. C'est un joueur qui jouait défenseur central en prépa, mais c'est un numéro 6. Et en vrai, on parlait de Mohamed Kaba. C'est un peu le même profil, hein. Il paye pas de mine, c'est pas un joueur agréable à avoir joué dans le sens, enfin, technicien, etc. Mais il doit bien faire 1,90 m, il va mettre les pains où il faut. Et justement, pourquoi pas l'associer avec Bansé et puis de mettre devant Aymen, ce qui permettrait d'avoir vraiment deux charognards au milieu de terrain et un gars un peu plus technique qui va travailler. Je pense que ça peut Mhm. être pas mal parce que effectivement, Kroos manque d'impact et on trahit aucun secret. Maintenant, je pense qu'il fait ma taille. Enfin, il a la taille un meneur US au basket, Kroos, quoi. Enfin, c'est pas un joueur de foot qui va distribuer des pains, qui va faire les choses. Après, techniquement, des fois, ça reste désiré, mais quand on voit Bruno Costa, on se dit que c'est pas un scandale non plus. Je suis pas le plus gros partisan de faire jouer des jeunes à outrance, mais c'est qui le latéral gauche au centre de formation? Bah, ils ont fait jouer beaucoup Souleymane Bassé avec la Ah réserve. merde. Euh, Bah ouais, c'est ça le truc en fait, c'est que la N3 ça tourne énormément quoi, parce que bah, quand Sanda est là, de temps en temps, bah, il va jouer dans l'axe, on va faire jouer d'autres. Je suis en train de réfléchir à qui joue, enfin je vais regarder les feuilles de match Bon, sur qui joue il y a qui en latéral. latéral gauche chez les U15? Chez les U15, j'en sais rien là, mais ouais, bah après on a une bonne génération encore une fois chez les U17 comme l'année dernière, donc ça c'est une bonne chose. Chez les U16 ça bosse aussi. Les U19 c'est tout le temps compliqué chez eux, je sais pas ce qui se passe. Pourtant ils ont un coach exceptionnel qui est Loïc Févé qui bosse très très bien. Je sais pas. Après c'est une catégorie difficile. Les U19 on sent que c'est la passerelle vers le monde pro qui parfois est raté, donc il y a un peu de frustration. Mais bon, je sais pas qui est latéral gauche en N3. Ça pourrait être intéressant, effectivement, mais encore une fois, si Maciel n'est pas libre là-dessus, c'est embêtant. Ah, parce que je me souviens de l'époque Farouk. On n'avait pas de latéral gauche dans l'effectif et il fait jouer Gulzer. Et le mec, d'un coup, il est apparu. Je pense que les gens ne s'attendaient pas du tout. Et puis au final, il a fait des très bonnes apparitions. Bon, après, il a aussitôt disparu. Mais, mais Ce en qui est dommage, hein, déconnage. il est toujours sans club et il avait un bon petit niveau quand même. Bon, après, c'était pas excellent, mais bah, il y avait Biani Mpatalama au début de saison en N3, qui est Ouais, c'est parti à vrai, ouais. Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Bah, Mm. forcément, on lui a rien proposé, donc derrière, on a eu ce qu'on méritait, mais alors. Ouais, c'est les Souleymane Bassé en ce moment hein, qui joue. Enfin, ça fait 3 4 matchs que c'est lui qui joue latéral gauche en réserve. Mm. Ouais, dans ces cas-là, ouais, ouais, ça Souleymane doit être Bassé, quelqu'un. qui revient beaucoup dans les discussions dans la communauté sur bah, le fait de venir un petit peu concurrencer Woodenberg. Il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur pourquoi il ne jouait pas. Bon, moi, j'avoue que je suis pas le plus grand spécialiste au monde du Montpellier des jeunes. T'as une explication sur ça, toi, Flo? Bah, attends, là j'étais en train de regarder, il y a Aymen Sadi aussi qui joue latéral gauche en réserve. Mais bah, Souleymane Bassé, moi je pense que ça vient d'au-dessus. Après, moi je l'ai vu jouer donc contre Vimy où on a gagné 4-1, match assez maîtrisé dans l'ensemble. On a fait la prestation qu'il fallait. La prestation qu'il a faite est correcte, elle n'est pas excellente. Pourtant, le souci pour moi, c'est que quand on postule pour jouer en Ligue 2, on se doit d'être excellent en National 3. Là, il a fait une prestation correcte, il n'avait pas grand-chose à faire, il l'a fait correctement, mais il n'a pas montré qu'il méritait de jouer en Ligue 2 pour moi. Alors, c'est sûr que par rapport à Lucas Woodemberg, il ferait pas pire, mais on ne demande pas aux joueurs de faire pas pire, on demande de faire mieux. Sinon, ça sert à rien de changer quelque chose bon, qui est pas correct, mais qui est là en place, quoi. Parce que concrètement, c'est pas il a pas trop dédoublé sur son match alors qu'il aurait pu le faire. Il a pas pris trop de risques non plus offensivement. Je me souviens qu'il jouait beaucoup avec ses défenseurs centraux lors de ce match-là. Après, ça s'explique aussi par le contexte. On gagne 4-1, on n'est pas mis en danger et on les tient bien. Donc, c'est pas déconnant, mais il faut être appliqué aussi là-dessus. Ok, pour conclure du coup cette émission, on sait qu'il va y avoir une future recrue
d'un championnat exotique, pour reprendre les propos du club qui va bientôt arriver. On a notamment eu du coup l'arrivée la semaine dernière, jeudi d'ailleurs, de Mathias Oiewusu, qui débarque de première division lituanienne ou lettonienne, je sais plus. Lituanie, parce que je Ouais, m'étais c'est ça, c'est trompé, Lituanie, ouais. on me l'avait reproché sur un ingé. Et du coup, bah, la saison dernière, c'est quand même des stats assez intéressants, même si ça reste un championnat qu'on connaît peu. Donc 30 matchs, 19 buts, et 8 passes D, donc quasiment euh, présent sur un but par match. Il a notamment joué les tours de qualificatifs pour la Ligue des Champions. Ou non, c'est la Ligue Europa, pardon. C'est la Ligue Europa. Peut-être même Euh, conférence, même. Ouais, oui, bien vu, bien vu. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Évidemment, on le découvre, on ne sait pas, mais c'est quand même un joueur donc on a fait un article dessus, qui est assez rapide, assez puissant. C'est un style qu'on n'a pas forcément au VFC. Comment vous avez un peu accueilli cette info? Ah, c'est les deux, forcément, les deux sentiments. T'as l'aspect positif parce que bon, tu te dis, voilà, le profil il est attirant et si ça fonctionne, ça peut très bien fonctionner. Quand Clermont fait venir Grbić, bah, c'est exactement le même genre de situation. C'est un gars d'un championnat européen mais mineur qui arrive, qui est avec des très bonnes stats et qui perce assez immédiatement. Mais le souci, c'est pas des individualités. Le souci, c'est un équipe d'effectifs et un équipe d'effectifs, que ce soit dans la mentalité, dans le caractère, dans, dans aussi l'équilibre en termes de postes doublés et de répartition entre les différents postes. Et c'est pas lui qui va régler ça, absolument pas. Et pour ce qui est d'être un leader, je vais pas prendre énormément de risques en disant que ce mec ne va pas être un leader sur le terrain. Enfin, en tout cas, dans le vestiaire. Bien Euh, sûr. Toi, Flo, c'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? Bon, déjà, le fait qu'il ait joué des compétitions européennes et tout, c'est bien, mais je rappelle que Steve Embry et Abou Ouattara l'ont fait aussi contre Et Manchester United. Bruno Costa aussi, hein. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, surtout pour Steve Embry, parce que Steve Embry, l'année Guégan, il est piston et il fait ce qu'il peut. Bref, Oui, c'est sûr. parfois j'en viens à le regretter. C'est la petite confession tardive. Après, oui, c'est un profil qu'on n'a pas, c'est un profil en lequel on a envie de croire. Maintenant, il va pouvoir jouer à partir du mois de janvier, donc il va falloir qu'il trouve des automatismes parce que les séances d'entraînement, c'est pas suffisant. En sachant que du coup, il peut jouer à partir de janvier, mais est-ce qu'il va jouer directement avec la Ligue 2? On n'en sait rien. Donc, s'il joue avec la N3, c'est pas du tout pareil parce que la N3 n'a pas le même style de jeu, a pas le même coach, a pas les mêmes principes. Euh, donc c'est compliqué. Il sera pas prêt directement. Et puis si on est dans une crise, c'est toujours difficile, je trouve, de lancer des nouveaux joueurs comme ça qui connaissent pas le championnat et tout, quand on est potentiellement, je sais pas, à la trêve à 15, 16, 17 points. On va pas non plus tirer sur l'ambulance, mais je pense qu'on sera pas au-delà des 20 points. Et puis ça commence à faire empilement, quoi. On dirait qu'on teste, mais en fait, le problème, c'est qu'on teste avec des joueurs qu'on empile. Donc, d'un coup, on va tenter, au début, on tente Young, après, on tente Bonnet, après, on tente, je sais plus qui, après, on tente, Et moi, je regrette, mais Noubissi comment? n'a pas eu cette chance cette saison. Oh, C'est quand même embêtant parce que voilà, il vient de Berchkot, il a des Il physiques connaît, que il connaît le fait d'être lanterne rouge, ouais. voilà, enfin, il a l'habitude et je pense que ça pourrait être un leader insoupçonné peut-être, mais non, on préfère s'entêter avec Nick Venema qui est Ah, je vais toujours Neymar, pas. j'ai oublié. C'est bien gentil, mais au bout d'un moment, s'il a pas confiance, bah, c'est sûr qu'avec le niveau qu'il affiche, je vais pas reprendre les propos de Didier, mais le ballon il va à droite, lui il va à gauche, quoi. Ah ouais, non, non, c'est compliqué, mais enfin, moi, du coup, petite aparté sur Nick Venema, c'est un garçon envers qui j'ai envie d'y croire. Enfin, je ne remets pas en cause son talent, mais un peu quand même. Mais c'est surtout, c'est dans l'attitude, l'impression de voir quelqu'un, mais au bout du rouleau. L'impression de voir un membre des Alcooliques Anonymes, quoi. Bah, lui, j'ai l'impression que lui, c'est vraiment l'exemple parfait du fait qu'il n'y ait pas de communication dans l'équipe, en fait. Ouais, c'est J'ai ça. l'impression que lui, j'ai l'impression qu'il est incapable d'apprendre ou de créer avec des coéquipiers une combinaison, des automatismes, etc. On dirait que il parle pas la même langue, mais même au niveau football, il parle pas la même langue. Ouais, Donc, puis bon, t'as l'impression que t'as un peu des mecs qui sont peut-être aussi un peu sur le côté dans le groupe, et c'est pas une critique envers notamment ceux issus de Valenciennes, parce que évidemment il y a la barrière de la langue, mais tu sens que t'as des mecs qui n'ont pas totalement fait encore leur adaptation, quoi. mm. Ouais, et Bah, puis en plus maintenant, il y a vraiment,
il y a vraiment absolument plus aucune hiérarchie dans les attaquants axiaux. Mais On saurait pas ça dire qui est aussi, ça le change tout le 1, temps, quoi. qui est le 2, qui est le 3. En fait, t'as l'impression qu'il y a 3 numéros 3, en fait. Et que c'est un bordel sans nom. Au bout d'un moment, bah, tant pis, il faut forcer avec quelqu'un. Et puis, enfin, au moins sur 1 ou 2 mois. Parce que là, c'est même pas on force sur 1 ou 2 mois, on force sur 2 semaines grand max. Bon, je trouve que Venema a eu beaucoup plus de temps de jeu que les Oui, c'est autres vrai, depuis ouais. son arrivée. Après, c'est pas facile non plus, dans le sens où il a jamais les mêmes partenaires d'attaque. C'est ce qui faisait la force de Mauricio, Robaille, Roudet j'ai pas le quatrième. Raspantino. Raspentino, On ouais, reste continu. Raspentino. Mais c'est qu'ils étaient tout le temps à 4. Là, une fois on a Amash, une fois on a Knokert, une fois on a Lilepo, Mm. on n'a jamais les mêmes gens derrière. Et effectivement, ce que Massiel a bien fait, c'est qu'il a tranché le poste de numéro un. Ça n'a pas été forcément compris au départ, mais il a mis Jean Boucher et il s'est tenu à cette ligne. Là, effectivement, il force un peu plus avec Venema, mais du jour au lendemain, il est capable de. Enfin, je rigole, mais il est capable de ressortir Noubissi après la trêve si ça continue, hein. Enfin, alors que je pense que Si le ça se point, trouve, samedi, ce sera lui. quand on fait un attaquant, il a besoin de savoir, bah voilà, c'est moi le numéro 9, c'est moi qui est chargé de mener cette attaque. Mais là, en fait, du jour au lendemain, ils sont capables de se retrouver en réserve, aller jouer à Saint-Ouen-l'Aumône ou voilà, des terrains très joyeux de région parisienne. Alors que bah, ils ont besoin de stabilité. Le gars, il vient de débarquer, une fois il joue pas. Puis bon, quand il voit le niveau des partenaires, je sais pas s'il a envie de rester non plus, parce que bon, on va pas tirer sur l'ambulance, mais le premier buteur, c'est Young, je crois. Non, c'est Bonnet. Non, Young ou Bonnet, bah, c'est en Coupe de France, quoi. Donc, C'est Young, techniquement. c'est Young, ouais, c'est Young. Young puis Bonnet après, ouais. Mais tu te dis, ils ont marqué en Coupe de France contre Agno. Il a fallu attendre une quinzaine de matchs officiels pour marquer un but. Enfin, à un moment donné, je sais même pas si une stabilité, ça sert à quelque chose. C'est déplorable comme statistique. Enfin, sans en parler des U15, je pense qu'il y a bien un buteur chez les U15 qui nous aurait marqué un but avant. Enfin, Ah non, mais c'est sûr, hein, mais les statistiques offensives, c'est à mourir de rire. Massiel l'avait dit en conférence de presse, on est le seul club d'Europe dont les numéros 9 ont pas encore marqué un but en championnat, quoi. Et c'est toujours pas le cas, vu que c'est arrivé qu'en Coupe de France. Mm. D'ailleurs, il fait jouer Young parce qu'il a marqué contre Agno. Bah, attends, Oui, et puis c'est vraiment un c'est motif de pour en venir satisfaction à qui ce est que très tu mince, disais quoi. sur Young, enfin même contre QRM, alors évidemment ça reste encore limite hein, comme performance, mais tu le fais jouer dans un 5-3-2 avec Lilpo qui tourne autour de lui, qui comprend rien à ce qu'il doit faire parce que c'est pas son poste. Enfin, encore une fois, quoi, les mecs, c'est vraiment Robinson Crusoe, quoi. Ils sont seuls au monde, quoi. Ça m'a rappelé Ouais, c'est ça. les premiers matchs de Bonnet au début, quoi. Mm. Et puis même le fait qu'un mec comme Bonnet soit perdu, alors que lui, pour le coup, c'est vraiment un profil Ligue 2, ça en dit long aussi sur la construction offensive qui est hyper balbutiante. Parce que, enfin, au final, c'est peut-être lui qui aurait pu avoir les clés, mais il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien du tout. Il Oui, y et a puis juste des il était individualités. indiscutable aussi, hein. À un moment donné, il était assez indiscutable, et du jour au lendemain, comme tu as dit, il se fait doubler par Venema, il n'est même plus numéro 2, il passe numéro 3, hein. Mm. Donc, ouais, c'est compliqué. Bon, les gars, avant de conclure, du coup, un petit prono pour le match de samedi. Est-ce que vous voyez enfin cette première victoire valenciennoise de la saison à domicile ou encore un revers, malheureusement? ou Marcoche. On gagnera pas, euh, on gagnera pas samedi. Je suis très, très pessimiste. Euh, Il y aura pas de but. Enfin, il y aura pas de but. Maximum deux dans le match et ce sera pas pour nous. Au maximum, on en marquera un. On sait même pas comment, mais je suis ultra négatif. Mais je ne vois pas gagner avant la trêve en fait. Hein, pareil, enfin, en fait, je Je sais pense même qu'on pas quand je nous va. vois gagner, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Et pourtant, on joue Annecy, quoi. Enfin, avec tout le respect qu'on peut ou non leur porter, c'est Annecy. On parle pas de, on joue pas une grosse équipe de Ligue 2 comme était Lens, comme était Toulouse, comme était Ajaccio. Là, on joue Annecy et dans ma tête, bon, on gagnera pas. Si on fait match nul, bah, de toute façon, il va être capable de repartir à 5, on fera 0-0 ou un partout, puis il dira, les joueurs, ils ont fait preuve de caractère. Enfin, de toute façon, on critiquait Guégan, mais Delmotte faisait les mêmes conférences de presse, Rabuel faisait les mêmes. Bah, là, on va avoir la même chose. On va avoir les joueurs, ils ont fait preuve de caractère. On a été chercher le point au courage. On avance petit à petit. Des éléments de langage bidons qui servent à rien. Et puis,
il dira que de toute façon, c'est la faute du COP parce qu'à la 80e, Maxence, il aura lancé un Larry alors qu'il fallait encourager le Congo Woudenberg à dédoubler, quoi. Ouais, ouais, moi je te rejoins, mais moi, enfin, sincèrement, et c'est horrible à dire, mais je sais même pas si on gagne, si je suis si heureux que ça. Enfin, évidemment, je serais content, mais ça changerait, enfin, même une victoire par de la chatte miraculeuse, 1-0 à la 93e, je suis même pas sûr qu'elle change malheureusement grand-chose parce que je me Mm. sens quand même vachement condamné. Moi, je vois un match nul, un peu dans le même style que QRM, quelque chose de très moche. 0-0 ou un partout, et je pense pas qu'Annecy serait contre un résultat comme ça, même s'ils peuvent nous battre, mais ils font quand même une saison plutôt correcte, dans le ventre mou, surtout vu le contexte de leur saison. Il faut quand même rappeler qu'Annecy, ils ont été repêchés à quelques jours du début de la Ligue 2. Je la trouve lunaire, leur saison. Respect à eux, parce que franchement, vu le contexte, ils font la saison que nous, on devrait faire, en fait, enfin, je trouve. Mais Mm. j'ai j'ai vu un truc de Larry dans le chat. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Je peux pas en parler, je vais avoir des soucis, mais n'hésitez pas. Ok, j'ai vu. En fait, j'ai vu la petite notif, la voix de vie, j'ai dit, oh putain, je vais avoir des problèmes. Non, mais Un petit making of, quoi. c'est ça. Non, mais oui, blague à part, je vois plutôt un nul, j'allais dire au courage, mais bon, un nul assez tristouné. Et bon courage à tous, en tout cas. Jules, toi, c'est quoi un peu ton prono sur ce match? Ouais, j'hésite entre annuler une défaite. Je vois une défaite de 1 quand même. Avec un but du seul joueur qui s'est marqué, c'est Boututaou. Après, ouais, je vais voir aussi beaucoup d'incohérences de Mafiel. Il va commencer à 5 et puis ensuite, une fois qu'il va voir que ça passe pas, il va faire entrer les 8 attaquants qu'il a sur le banc et il va repasser à 4. Il va les aligner. Bon, même pas, enfin, il va voir là où il y a de la place à gauche, là où il y a de la place à droite et puis il faut le coup. Défaite de 1. Ouais, ouais, c'est clairement pas impossible pour le coup. Dans tout cas, les gars, moi, je vous remercie d'avoir été présents avec moi ce soir. On va pouvoir conclure tous ensemble. Donc, merci à tous ceux présents dans le chat et encore présents malgré ces défaites. C'est vrai qu'à force, ça devient de plus en plus difficile de faire du contenu sur du club, mais on essaye de pas lâcher. Alors, il y aura pas normalement de radio libre sur les 2 prochaines semaines parce que je suis occupé. Mais en tout cas, nous, on va continuer à essayer de travailler pour. Tu pars en Colombie, c'est ça? J'aimerais bien. Non, mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci à Flo et Jürgen de m'avoir accompagné. Bye bye les gars. Ouais, pas de souci. Bonne soirée. Et n'oubliez jamais, l'actualité du VFC ne s'arrête jamais sur Team VFC. Bonne soirée tout le monde.